nouveau jour se lève et avec lui une nouvelle histoire à écrire ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours nous préférer. Au menu, aujourd'hui, on parle du recours de l'auto-parrainage déclaré irrecevable il y a quelques jours par la Cour constitutionnelle qui suscite des interrogations entre droit et réforme politique. On parlera avec un expert des conditions de la saisine de la Cour constitutionnelle. Restez donc avec nous pour être édifiés. Nous sommes en octobre et le mois est dédié au consommation local. Nous ferons ce matin un zoom sur ce que nous propose le marché béninois en cette période propice à la promotion des innovations et productions du terroir. Ce sera avec Ghislaine Adimi. Et puis l'intelligence artificielle s'invite dans notre quotidien, mais à quel prix? Comment ce nouvel allié de l'humain peut-il devenir le pire ennemi du savoir? Marvin Promise Aïnadou nous donne plus d'explications dans cette émission. Mais avant tout ceci, on fait le point de l'actualité, l'essentiel du jour, à savoir, c'est avec Génia Lafouda Monsiagoka que j'ai toujours le plaisir de retrouver. Bonjour Génie. Bonjour Denis. Voilà. Comment allez-vous ce matin? Très bien, vous-même. Ça va, très belle couleur, hein, soit dit en passant. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Oh, je le disais beaucoup en coulisses, hein, vous sentiez ce matin. Merci ma très chère Génie. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? L'actualité. Alors, on en parle, mais d'abord ceci, je suppose. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Une autre politique pour ouvrir ce bulletin. La majorité présidentielle a déposé la candidature de son duo Wadaïn Talata. Dépôt de dossier effectué hier après-midi. L'ambiance de l'activité avec Benjamin Denagnon et Marcel Arossi. C'est l'un des moments clés attendus dans le calendrier électoral. Romuald Wadaï a décidé de franchir le pas et c'est un signal fort, un autre signal fort car depuis le lancement officiel de la phase d'enregistrement, aucun dossier n'avait encore franchi les portes de la Sénat et ce geste, il est porté par une foule immense, une foule de partisans venus participer à ce moment politique clé. Cela est d'autant plus significatif. Dans le processus, il fallait montrer au candidat qui n'est pas seul, qu'il est bien entouré, pas une machine gagnante. Les abords de la Sénat se sont transformés en scène de liesse. Dans le cortège, l'image du duo intrigue et séduit. Une entrée en scène spectaculaire. À la veille de la clôture du dépôt des dossiers, le candidat à la présidence, à côté de sa colistière, avance, sourire maîtrisé. À l'intérieur, la Sénat déroule son protocole. Contrôle minutieux, vérification des pièces, validation des parrainages, une mécanique précise. Pour l'institution, tout est désormais question de rigueur et de calendrier. Pour le candidat, c'est une page d'histoire qui s'écrit. Premier dossier enregistré, premier signal fort. Romuald Wadaï et sa colistière auront ouvert la voie à quelques heures de la clôture. D'autres candidatures sont attendues, mais le temps est donné en attendant les vrais débats. Direction Zakota où 1000 jeunes leaders membres du bloc républicain formés pendant 6 mois sont désormais prêts à s'engager activement pour les échéances de 2026. Retour sur cette journée de mobilisation et d'engagement politique dans l'arrondissement de Pozou avec Pierrette Adanyossi. Unis et gonflés à bloc, ces 1000 jeunes leaders BR de Zakota ont désormais toutes les armes pour enraciner leur parti dans la commune. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire. Et leur première démonstration de force est imminente. Les joutes électorales de 2026 pour lesquelles ils sont visiblement prêts. Nous sommes 1000 jeunes, formés, éveillés, déterminés et résolument tournés vers un objectif commun, l'enracinement durable du Parti Bloc républicain dans la commune de Zakota. Cette rencontre est également l'occasion de formuler la déclaration solennelle de la jeunesse du Parti Bloc républicain de la commune de Zakota, exprimant notre soutien à la candidature du ministre d'État, Romuald Wadaï, pour l'élection présidentielle de 2026. Au nom du président Abdoulaye Biotchane, je voudrais vous dire félicitations. Le choix de Romuald Wadaï, c'est un choix qui arrange les jeunes.
aux côtés du président Patrice Talon, il y a eu déjà beaucoup de projets qui ont été initiés. Donc, essayez de vous mobiliser derrière le président Patrice Talon et pour la victoire de Romia Wardani. Membres du bureau politique, militants et sympathisants du BR, personne n'a manqué cette rencontre de remobilisation des jeunes leaders de Zakota. Le choix fait par les deux partis a été un choix impartial, un choix de l'avenir. C'est cela qui a suscité la jeunesse de Zakota à démontrer au président de la République son engagement. C'est aussi un signal fort pour démontrer au chef de l'État qu'il a le soutien total de la jeunesse de Zakota, de toutes les femmes de Zakota, de tous les hommes politiques de Zakota. Ce vaste rassemblement stratégique de Poison traduit l'engagement de la jeunesse à se remobiliser autour des idéaux du bloc républicain dans la commune de Zakota. On parle maintenant énergie et hydraulique. Le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau et des mines est en tournée de suivi des chantiers d'électrification rurale dans les collines. 3 des 6 communes du département ont reçu la visite de la délégation. Pierrette Adin, aussi Canel Capou. Dassa Zoumé, Savé et Ouessé sont les 3 communes qui ont accueilli la délégation du ministre conseiller. Le chantier d'installation du système d'alimentation en eau potable de Thuy est le premier site visité par Romari Kogoualé à Sokoroko. Ce château que vous voyez, c'est un château de capacité de 200 mètres cubes, hauteur 12 mètres en béton armé, exécuté à 95%. Donc globalement, le CEP de Thuy est exécuté à 87%. Bon, le lot 2 même est exécuté à 95% pour une consommation de délai de 98%. Au départ, on n'était pas sûr qu'on était très bien lotis parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Le chef de mission vient de nous confirmer que d'ici 2-3 mois, l'ouvrage pourra être réceptionné au grand bonheur des populations. Aujourd'hui, on peut être confiant que toutes les entreprises qui sont à l'œuvre vont délivrer les projets avec des résultats positifs au terme des délais qui sont contractuels. En plus de ce chantier, plusieurs sites d'implantation de poteaux électriques ont également reçu la délégation dans les arrondissements d'Adougou, Gbanlin, Vossa ou Agoudou dans la commune de Ouessé, Okeoro pour le compte de Savé et enfin Pekpede dans la commune de Dassa-Zoumé. La disponibilité de l'eau et de l'énergie est une réalité à Dassa-Zoumé. Le réseau électrique de Gbanlin, Tosso, Vossa a commencé depuis et nous sommes presque à la fin des travaux. Et les demandes de compteurs sont déjà lancées et actuellement les premiers ont déjà reçu leur compteur. Tous ces projets contribuent effectivement à soulager les peines et à rendre la vie agréable dans ces contrées. Placée sous le signe de la proximité, cette descente a permis en outre au ministre conseiller de s'enquérir des préoccupations locales, notamment l'électrification des villages périphériques ainsi que la desserte régulière en eau potable. À des dates bien précises, les citoyens se retrouvent face à une échéance redoutée, celle de leur déclaration fiscale. Et oui, si cette formalité peut sembler mécanique, eh bien, elle soulève une question essentielle, celle de la justice sociale. Alors, les impôts sont-ils un levier efficace pour lutter contre les inégalités ou constituent-ils en réalité pour certains une pression écrasante? Élément de réponse, ce sera avec Jacob Tochoido, Alexandra Jotin et Fallon Kisezouno. S'acquitter de ses obligations fiscales, un moment souvent redouté, mais essentiel pour financer les services de l'État. Pourtant, la politique fiscale fait débat. Est-elle un levier de justice sociale ou un fardeau supplémentaire pour les citoyens? Une politique fiscale, c'est un ensemble de mécanismes qui est défini, n'est-ce pas, pour pouvoir appliquer tout ce qui relève donc de la fiscalité. En réalité, on paie l'impôt compte tenu de son revenu. Lorsque vous prenez un impôt sur le salaire, celui qui a un petit salaire paie moins d'impôts que celui qui a un gros salaire. Lorsque vous avez un revenu salarial, vous allez payer l'ITS. Lorsque vous avez un revenu foncier, vous allez payer l'IRF, impôt sur le revenu foncier.
Lorsque vous avez une parcelle qui n'est pas construite, vous payez le foncier non bâti, etc. Ça veut dire que si vous n'avez rien de tout ça, vous ne payez rien. Donc c'est parce que vous engrangez un revenu que vous payez un impôt sur le revenu. L'impôt joue un rôle fondamental dans le financement des dépenses publiques. Quand on parle d'asphaltage, on parle de routes qui passent. C'est évidemment que l'État a besoin de ressources pour pouvoir faire face à ça. Quand on parle d'hôpitaux qui sont construits, on parle d'écoles, l'État a besoin de ressources pour pouvoir faire face à ça. Donc voilà pourquoi nous devons tous contribuer. Les aides sociales aux plus démunis illustrent parfaitement la redistribution des richesses. Au Bénin, le programme du microcrédit à la FIA en est, par exemple, un modèle. Il permet à des milliers de personnes d'entreprendre et de sortir de la précarité. En témoignent ces chiffres rendus publics à Parakou le 2 octobre 2025 lors du lancement de la phase 3 du programme. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est aujourd'hui un montant de plus de 47 milliards qui impacte la vie de plus de 481 000 femmes et plus de 70 000 hommes. Désormais, le montant passe de 100 000 francs CFA à 200 000 francs CFA avec des paliers de 125 000, 150 000, 175 000 ou 200 000 francs CFA. Chacun contribue à l'impôt en fonction de ses moyens. Alors, peut-on véritablement parler d'injustice ou de pression fiscale dans un tel contexte? Au Bénin, nous sommes dans un système déclaratif et c'est toi-même qui te lèves, qui va vers l'administration fiscale, qui déclare ton revenu et tu paies. En conséquence, on ne peut pas dire qu'il y a de la pression. Cependant, lorsque vous ne faites pas face à vos obligations fiscales, l'administration fiscale peut descendre puisqu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'informel. Elles sont nombreuses. Et donc, elle va voir ceux qui ne sont pas encore à son niveau et qui paient leur impôt et leur fera ce que nous appelons rappel d'obligation. Et une fois que les rappels d'obligation sont hâtés, tu risques de payer avec des pénalités. Le spécialiste en appelle au civisme fiscal. Le civisme fiscal consiste soi-même spontanément à se lever, à faire sa déclaration d'impôt et à payer son impôt à temps. On n'attend pas qu'on soit dans un besoin qu'il y aura urgence pour se mettre à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Le civisme fiscal n'est pas qu'une obligation légale. C'est un choix pour une collectivité plus forte et plus solidaire. Si l'impôt est bien vécu comme une contribution au bien commun, il peut devenir un levier puissant pour une société plus équitable et plus inclusive. À la suite de la criette, la Cour d'appel de Cotonou et les juridictions de son ressort ont procédé à leur tour à l'ouverture solennelle de l'année judiciaire. Cette rentrée est placée sous le thème « Le contentieux de la paternité entre test ADN et possession d'État », accordant ainsi une place centrale aux questions de filiation. La cérémonie s'est tenue hier matin dans le tout nouveau complexe judiciaire de Cotonou. Héloïse Winato. Une salle d'audience majestueuse, inspirant l'éloquence des plaidoiries, la rigueur des réquisitions et la légalité des décisions rendues. C'est dans ce cadre optimal que s'ouvre l'année judiciaire de la Cour d'appel de Cotonou et des juridictions de son ressort. Une question de plus en plus récurrente nourrit les réflexions cette année, c'est la problématique délicate de la filiation. L'homme ou la femme qui consent à l'acte charnel doit être tenu de toutes les conséquences pouvant s'y attacher, de la conception à l'épanouissement de l'enfant en passant par sa naissance et son identité. Malheureusement, beaucoup d'enfants, au gré des dynamiques sociales et de l'irresponsabilité des uns et des autres, se trouvent en difficulté de filiation et ces situations demandent l'intervention du juge. Dans ce type de contentieux, deux preuves se confrontent ou se complètent. Le test d'ADN, qui est une preuve scientifique irréfutable, et la possession d'État, qui est une preuve par réalité sociale. La question se pose de savoir laquelle des deux preuves peut prévaloir.
Un dilemme juridique auquel les éminences grises du monde judiciaire sont conviées pour formuler des solutions appropriées en adéquation avec les réalités sociétales du Bénin. Je vous invite à cette rentrée judiciaire à continuer d'exercer votre mission avec sagesse, finesse et humanité. Le droit de la filiation ne peut être tranché par une seule vérité, mais par un équilibre entre science, société et protection des plus faibles. L'autre moment marquant de cette cérémonie est l'évocation du bilan de l'année judiciaire écoulée. Malgré l'importante masse de travail accompli et les centaines de dossiers traités, les résultats obtenus peinent à répondre pleinement aux attentes du système judiciaire. Pas des promesses de travail acharné, les participants restent convaincus que la justice est le dernier rempart des sans-voix et la garantie ultime de l'équité pour tous. Dans le domaine des médias, l'Association des journalistes exerçant dans le Septentrion, AJSB, a organisé samedi dernier à Parakou un atelier de formation sur les basiques de l'écriture journalistique et les étapes pour réussir une investigation journalistique. Avec le soutien de Armand Oussou, conseiller à la HAC, l'AJSB entend professionnaliser davantage la presse dans le Septentrion. Jusqu'à Akpovi et Afilalou Tchalitchi. Portée sur les fonds baptismaux il y a quelques mois, l'Association des journalistes exerçant dans le Septentrion est déjà à pied d'œuvre. Elle organise cette formation afin de renforcer davantage les capacités de ses membres. Chers participants, cette formation est pour nous et pour vous. Engagez des débats et surtout sortez d'ici avec la ferme volonté d'élever le niveau de professionnalisme. Nous devons être plus solidaires, plus disciplinés, plus rigoureux et rester fidèles à l'éthique et à la déontologie dans l'exercice de notre profession. Vous allez au cours de cette journée avec la formatrice Anne, que je remercie de tout cœur au nom du parrain, apprendre à rédiger autrement vos papiers à travers une écriture journalistique assez professionnelle, assez digeste qui force l'admiration. Les fêtières des professionnels des médias du Bénin apportent leur soutien à cette initiative qui vise à redorer l'image de la presse béninoise. Cette session de formation est une initiative importante qui vise à renforcer les capacités de tout un chacun de nous. Nous restons convaincus que les compétences et les connaissances qui seront partagées seront très utiles pour votre développement professionnel et personnel. Une plume bien formée, c'est une société mieux informée. Cette formation de 24 heures est animée par Anneke Verbraeken, journaliste internationale d'investigation d'origine néerlandaise. Et on en vient à ce déplacement du président du Conseil économique et social effectué la semaine dernière. Konrad Baguidi a pris part à Bouznika, au Maroc, à la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Une rencontre de haut niveau consacrée à la validation du plan stratégique 2025-2030 et à la définition des grandes orientations de l'organisation panafricaine. Le Bénin y a porté une voix forte, celle du dialogue social et du développement inclusif. Au Royaume du Maroc. C'est ici que se tient la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, l'UCESA. Une rencontre stratégique à laquelle prend part pour la première fois le président du Conseil économique et social, Konrad Baguidi. Élu à la tête du CES en février dernier, Konrad Baguidi signe ici sa première participation à cette instance panafricaine. Objectif, contribuer activement aux réflexions communes sur la gouvernance économique et sociale du continent. C'est justement dans cet esprit de fraternité et de responsabilité qui a toujours prévalu que je vous propose d'inscrire la réunion de Bouznika, dont les principales finalités sont de définir les priorités de notre plan stratégique et de préfigurer le rôle et la position de la fêtière africaine pour les prochaines années.
L'ordre du jour de cette séance est l'examen des rapports d'activité et financiers 2024-2025, mais surtout l'adoption du plan stratégique 2025-2030. L'agenda qui est le nôtre aujourd'hui est tout à la fois ambitieux et crucial. Crucial car les défis auxquels nos sociétés font face, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la formation de notre jeunesse ou du financement de notre développement, exigent de nous des réponses collectives, audacieuses et opérationnelles. Ce plan s'articule autour de 4 axes prioritaires. Il s'agit de la contribution aux politiques économiques et sociales du continent, du renforcement du rôle des CES comme interface entre population et pouvoir public, de l'amélioration de la gouvernance interne de l'Union et de l'élargissement de son rayonnement à l'échelle internationale. Le Bénin soutient résolument cette dynamique. Notre pays, sous l'impulsion des réformes institutionnelles engagées, a fait le choix stratégique de renforcer son conseil économique et social et de le doter d'une architecture décentralisée avec la création de CES dans chacun de nos départements. Pour faire l'analogie avec notre Union, la force d'un réseau comme le nôtre réside dans sa capacité à mutualiser les innovations et les bonnes pratiques. Au-delà de sa mission continentale, cette participation marque une étape importante pour le Conseil économique et social du Bénin, engagé dans une dynamique de repositionnement. Un CES visible, impactant et performant, déterminé à partager l'expérience béninoise en matière de dialogue social et de participation citoyenne. C'est un rendez-vous avec l'histoire ce mardi et donc aujourd'hui même. Eh bien, le Bénin s'apprête à défier le Nigeria dans une rencontre qui dépasse le simple cadre du football. Et oui, une bataille pour une place en Coupe du Monde, mais aussi un symbole, une fierté nationale en jeu, une mission périlleuse certes, mais portée par une ambition sans faille que le sélectionneur national a rappelé au cours d'une conférence de presse d'avant-match. C'était hier après-midi et on retrouve sur place nos envoyés spéciaux au Kion, au Nigeria, Ramatou Lawani, Herman Rodrigue. Amen. C'est dans une enceinte dont il maîtrise le moindre centimètre carré que Gernot Rohr va tenter d'écrire l'histoire pour le Bénin. Un intrus qui connaît la maison Nigeria, avec qui il s'était déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, il porte l'étendard du Bénin pour un retour aux sources. Mais il vient clairement pour arracher une qualification. Il n'y a pas de place pour les sentiments. On est content, bien sûr, de revoir des visages connus, des visages sympathiques. Mais nous sommes là pour faire un travail. Il nous reste un pas à faire avant cette Coupe du Monde où personne ne nous voyait. Maintenant qu'on est si près, on a envie de le faire. Donc émotion, non. Concentration, oui. Des nouvelles des suspendus et des blessés. Gernot Rohr a exprimé ses regrets de ne pas avoir sa troupe au grand complet. Cependant, il a promis qu'il alignerait la meilleure équipe possible pour faire face aux Super Eagles. Contre ce potentiel offensif du Nigeria, il aurait été intéressant d'être au complet. Mais on ne l'est pas. Mais on a toujours su dans le passé faire en sorte que nous répondions présents. Nigeria-Bénin, c'est ce mardi à 17h au Godswill Akpabio Stadium d'Uyo. La dernière fois que les Super Eagles ont joué un match coup près à domicile, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde, c'était le 29 mars 2022 face au Ghana. À la clé, un match nul, un but partout, synonyme d'élimination, c'était à Abuja. Et pour les superstitieux, figurez-vous que c'était déjà un mardi. Envie de faire les emplettes et vous vous demandez dans quel marché vous rendre, et bien au fond, on vous aide à y voir plus clair avec ceci. Bon, on conclut. Ce sera tout pour ce bulletin. Sûrement quelques soucis techniques. Toutes nos excuses, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Jennifer, voilà pour aujourd'hui. Merci, génial pour toutes ces belles informations. Eh bien, on y reviendra certainement. Les téléspectateurs auront le temps de découvrir. Mais vous savez, désormais, vous restez avec moi parce qu'il y a un petit plateau de discussion qui s'installe. Elles m'ont rejoint, mes chroniqueuses et mon chroniqueur. Ils sont tous beaux. Enfin, il est tout beau. Elles sont toutes belles. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jenny. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour Ghislaine. Comment allez-vous? Vous avez l'air tout radieux. Mais et vous alors? C'est la sagacité d'hier. Justement, on sagacite aujourd'hui.
Sauf qu'elle nous a eu, elle n'a pas fait le... Elle n'a pas fait le... Elle voulait mettre ça sur moi et j'invite... Vous me connaissez, non? Je vous connais, je vais essayer de botter en touche. Bonjour heureuse, comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, Jennifer, et de votre côté à la maison, ça va très tout bien, se passe tout bien. le monde va bien, et de votre côté également? Parfait, ça va. C'est Alors, ainsi les salutations en Afrique. Oui. Et parfois ça se prolonge. La famille, le neveu, qu'aux oncles, Bon, les oncles, c'est rien, mais on demande le petit chien, le grand chien, le chat, le coq. Et quand vous êtes de ma région là-bas, vous restez en tant que petit, vous vous abaissez. Oui. Et on dit tout ça d'abord. Imaginez la durée. Une salutation kilométrique. Le temps d'un journal télévisé. Attention, il nous regarde. Non, ce n'est pas facile. Alors, mesdames et messieurs, on fait bien de parler de tout ce qui est culturel. Vous le savez très bien, hein, nous sommes dans le mois du consommons local et on parle du consommons local. Vous savez, on en fait beaucoup l'apologie ces derniers temps et je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est déjà ancré dans les habitudes des Béninois? Alors, je n'ai pas envie de demander qui consomme local ici, mais est-ce que selon vous, c'est vraiment ancré dans les habitudes? Je commence par vous, Génial. C'est toujours moi. Ah, mais parce que vous êtes à ma droite. Bon, en plus, c'est vous qui avez ouvert l'antenne avec elle, c'est normal. Bon, d'accord, merci, vive la solidarité. Non, mais plus sérieusement, personnellement, ça a changé. Ah oui. Ça a changé. Le mindset, enfin, la façon de voir la chose a changé. Je ne vais pas juste parler d'alimentation. D'accord. Je vais parler des tenues, mobilier. D'alimentation, de mobilier. Même quand vous allez chez des proches, des fois, vous voyez que le salon, ce n'est plus forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Quand vous demandez, on vous dit, ben non, c'est local, c'est fait chez nous. Moi, ils ont fait une exposition la dernière fois, mais j'étais totalement bluffée, en fait, de voir que ce sont des choses qui viennent d'ici, ce sont des gars de chez nous, ce sont des femmes de chez nous qui l'ont fait avec leurs mains, leurs doigts. Et sur le site, vous voyez beaucoup de gens qui viennent, des locaux, même des expatriés, qui aujourd'hui finalement adhèrent à la chose. Même la dernière fois, il y avait une amie qui recherchait une bouillie pour sa petite à partir de 6 mois. Je lui ai dit, moi je ne fais plus dans les... Aujourd'hui, vous allez dans les pharmacies. Je ne vais pas citer de marque, mais aujourd'hui, dans les pharmacies, vous voyez, il y a plein de bouillies confectionnées à base de produits de chez nous, Fonio, Mille. Ça a changé et ça remplit les pharmacies aujourd'hui. Et sur votre point précisément, je peux même dire que les importés en matière de produits médicaux, notamment les bouillies et autres, on a eu l'actualité il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Avec des produits dont je ne vais pas citer le nom parce que c'est une contre-publicité ici actuellement. Donc, de chez nous, franchement, c'est en quelque sorte une garantie de ce que vous êtes en train de consommer de bonne qualité. Donc, ça a vraiment changé. Oui, ça a changé. Ghislaine, est-ce que vous pensez que c'est toujours facile pour le Béninois parce qu'on le sait, ce qu'on a l'habitude de consommer, il faut un coût, etc. Déjà, est-ce que ça a changé et est-ce que c'est assez accessible niveau coût? C'est peut-être là que le bas blesse un tout petit peu, surtout quand c'est des produits manufacturés. Aujourd'hui, le consommation local, parlant de produits manufacturés, coûte plus cher que le produit importé. Et c'est ce qui peut amener certaines personnes à vouloir aller vers l'importé. Et moi, je demanderais plutôt que l'État et les producteurs locaux travaillent sur ça. Sinon, on a de très bons produits, comme ils l'ont dit, et comme mes prédécesseurs l'ont dit, et surtout côté repas. Ah oui. Pas plus tard qu'hier, on menait une petite discussion à la rédaction où on parlait de la table TV, bien sûr, le gari. Et oui, mais vous étiez là, bien sûr. Où on nous fait comprendre que tu peux aller prendre la bouillie tapioca au restaurant à 7 500. Bien sûr. Et on s'est amusé à dire. On a eu du grain à 100 000. Que tu peux acheter ton tongolo de tapioca ou de tongolo. Tu vas prendre au moins 7 fois dans le mois. Et plus encore. En famille, au moins 7 fois dans le mois et plus encore. Et tu seras beaucoup bien rassasié.
Alors que c'est la petite tasse qu'on te fait à 7 000 dans un restaurant. Donc le consommant local n'a pas besoin aujourd'hui d'aller dans un restaurant pour le prendre. Bon, encore que déjà dans les restaurants, ça se sert. Donc c'est parlant côté prix que je dis, c'est parce qu'on veut aller au restaurant. Donc on va nous vendre forcément le lieu. Parce qu'il y a le cadre. Sinon, on va nous vendre le cadre, on va nous vendre la clim, on va nous vendre la table qui a été mise. Le serveur doit être payé les impôts. Vous avez parlé d'impôts. Donc tout ça, il contribue. Donc il faudrait aussi que la population sache que le consommation local est à portée de main, ça dépend de ce qu'on veut. C'est pas parler des produits manufacturés qui ont le coût qu'il faut là-dessus. Mais c'est vrai, on a aussi envie de prendre les produits de chez nous un peu plus raffinés. Donc, donc il y a ce côté on peut nous aider un tout petit peu aussi à revoir les coûts. Et ça, c'est quand même. Mais vous êtes d'accord que ça a changé dans la mentalité ça a changé totalement. Au point où même, je me permets de citer les supermarchés comme Erevan qui doivent faire dans l'importé, vendent des produits de chez nous aujourd'hui. Vous allez trouver du clou-clou là-bas, vous allez trouver du nounga préfet de chez nous, vous avez des légumes précuits, il y a tout. Cousus, bien au sûr, niveau de la GDIZ, exposés là-bas aujourd'hui, des serviettes de chez nous. Donc du coup, même les produits de toilette, de nettoyage, j'ai vu de l'eau de javel, j'ai vu du savon liquide, et j'ai vu même des produits de toilette naturels, pour ne pas citer des marques, pour ne pas faire de publicité. Mais on a oublié de les citer parce que c'est des produits faits chez nous. Et on a du plaisir à les retrouver sur les grandes surfaces. C'est une fierté en fait. Une fierté, tout à fait. Franchement. Mais dans ce cas, Patrick, on a l'impression qu'on a presque tout chez nous aujourd'hui, que ce soit pour la cosmétique, le repas, se vêtir, le mobilier. Est-ce que vous pensez qu'on peut finalement vivre uniquement de nos produits? L'autarcie, c'est toujours un choix difficile. C'est un gros piège. Très difficile. Un gros piège, n'est-ce pas? Pour une nation. Et c'est un gros piège. Mais je crois que petit à petit, on est en train de nous pousser vers l'autosuffisance, pas simplement alimentaire, mais par rapport à tout ce qui tourne autour de nous. Et je crois que c'est possible de le faire. Le consommant local doit être ancré dans la tête des Béninois de plus en plus. Enfin, c'est en train de s'installer, mais ce n'est pas encore entier. Ce n'est pas encore totalement acquis. Et c'est un travail qui doit être fait par nous autres qui communiquons. Parce qu'il faut qu'on puisse attirer l'attention sur le fait que le Béninois est pratiquement le seul qui ne soit pas très atavique, même si l'atavisme est un peu négatif, mais nationaliste, patriotique, un nationalisme, je dirais, à outrance. Le Béninois n'est pas comme ça, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça pousse les Béninois à se dire non, c'est de chez nous, je préfère ce qui vient de l'étranger. C'est en train de changer petit à petit, mais il faut que ça change vraiment totalement pour qu'on sache que ce qui est de chez moi est vraiment de chez moi. Je dois le consommer avant de penser à autre chose. Ça s'installe petit à petit. Nous allons en parler même tout à l'heure. Par rapport au consommant local, pour la musique, on va en discuter avec un musicien humoriste. Je vous réserve la surprise. Je crois que ce qui a fait qu'on a mis du temps à commencer par croire, à faire confiance aux producteurs locaux, c'est la qualité et également l'emballage. Parce que l'importé met également de la finesse dans ce qu'il offre. L'emballage compte. Mais aujourd'hui, les nôtres font beaucoup. On a tellement de produits made in Benin, mais quand vous voyez l'emballage, vous vous demandez si c'est réellement du local. Donc, on n'a plus moyen à rejeter ce qui vient de chez nous aujourd'hui. Encore qu'on gagne beaucoup parce qu'on sait que c'est fait à tel endroit, c'est fait au Bénin. Lorsqu'on a des problèmes de santé, on sait qu'on peut porter plainte, on sait où aller pour avoir gain de cause. Et franchement, je crois parce que parlant d'emballage, bien sûr, dites-nous tout. Parlant d'emballage, c'est tout ça qui fait que le coût. En matière de patriotisme économique, il faut accompagner les producteurs. Et l'État surtout, moi je crois que l'État aussi doit, aujourd'hui, il y a possibilité qu'il y ait une volonté politique autour de cela pour que les produits, comment on les appelle, de première nécessité, puissent être subventionnés. Ça va beaucoup nous aider. Nous avons des macaronis faits au Bénin, mais qui coûtent excessivement cher, mais la qualité... Non, c'est pas que je raconte ça. C'est qui me fait rire, vous le dire. Parlant d'emballage. Oui, ok. Vous allez sur un étalage. Non, mais c'est la réalité. Ça va vous faire rire, parce que moi, ça me fait rire, ça m'a fait rire, ça me fait rire.
On va vous présenter le même produit. Et on vous dit que celui-ci coûte 5 000 francs, mais celui-ci coûte 1 500, mais la même quantité. Demandez à la dame pourquoi celui-ci coûte 5 000. Elle dit, ben, tu n'as pas vu le carton, tu n'as pas vu ça. Non, mais c'est clair et net. Et la bonne dame va te dire, oh, bon, salut, sachez. Je vous promets. Donc, non, mais là, on ne va pas dans tout le produit. Il y a des produits qui systématiquement doivent être en bas. On va parler de macaroni et de spaghetti. Non, mais... le macaroni et spaghetti, les gens prennent ça aujourd'hui au Bénin en kilo parce que c'est produit. Bien sûr. Oui. Alors que quand vous prenez ça en kilo, vous en vendez ça à 700, 500. Vous allez prendre ce qu'ils ont mis dans le carton, vous allez le prendre à 1800, à 1500, à double, le double. Le choix est vite fait. Merci, voilà. Le choix est vite fait. En tout cas, vous l'avez fait. Mais il y a des aveux sur le plateau. Il y a une volonté politique qui manque actuellement. Mesdames, le débat est passionné. On va y revenir, vous savez, on va revenir là-dessus tout à l'heure lors d'une petite pause dédiée à cela. Mais on va installer Patrick qui justement va aller dans ce sens-là. Ce sera dans Événement à la une. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à bientôt. Patrick Gérard Diossou. Oui. À nouveau, bonjour. Oui, bonjour Jennifer Sachivi. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu, on consomme local. On consomme local, n'est-ce pas? Et on a commencé à le dire et on parle d'art et de consommons local. Oui, mais avant d'aller à l'art et d'aller au consommant local, je voudrais qu'on puisse faire quelques secondes de silence pour penser à une personne locale qui avait parlé de consommant local pendant un bon bout de temps dans ce pays et quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant 27 ans. Tout à fait. Oui, quand on fait Nous savons calcul. déjà de qui vous parlez, on a une petite idée. Il est né le 2 septembre 1933 à Kourafa et il est parti le 14 octobre 2015 à Cotonou. Il s'agit du général Mathieu Kérékou. Alors aujourd'hui, 14 octobre, cela fait quelques années qu'il est parti. Ça fait 10 ans que Mathieu Kérékou est parti. Donc une pensée pour cet homme qui avait lutté pendant un bon bout de temps pour le consommant local. Et on dit la production. Toujours la production. Et la petite histoire, on dit le fou qui passe à côté de l'étoile rouge, qui dit Jacob descend. La terre. La production ne se fait pas en haut. En haut, mais en bas. En bas. Parce que Jacob, enfin celui qui l'appelle Jacob, c'est la statue qui est au-dessus de l'étoile rouge et qui a une roue. Il dit non, la production ce n'est pas en haut, c'est en bas. Et la production se fait en bas, ça fait sourire. On a quelqu'un avec nous qui va nous faire sourire encore tout à l'heure. Avant de revenir à lui, aujourd'hui aussi, le 14 octobre, c'est la journée mondiale de la normalisation. La normalisation, c'est le fait de toucher à la qualité des produits, le fait que des produits soient plutôt dans les normes nécessaires pour pouvoir les apprécier. Et pour pouvoir pousser ces produits aux normes, il faut penser à ce qui est local. Il faut que tout ce qui est local, donc c'est toujours le consommant local, il faut que tout ce qui est local soit poussé aux normes et que les directions de normalisation puissent surveiller tout ce qui est produit chez nous pour que la qualité soit installée. Journée mondiale de la normalisation aujourd'hui, 14 octobre. Journée mondiale, non plus de la normalisation, mais du sourire. Ah oui. Oui, parce qu'on a déjà eu une journée mondiale du sourire. Mais aujourd'hui, on a décrété encore que ce jour soit journée mondiale du sourire. Sourire ou du rire. Oui, ou du rire, parce qu'on ira dans le lagon. Ah, bon, enfin, il va nous dire. En tout cas. Eliphaz. Bonjour. Bonjour. Je vous ai vu rendre hommage à votre ancien président. Oui. Nous aussi, dans notre agone, on doit rendre hommage à notre ancêtre. Ah oui. Oui. Parce que, chose bizarre, ça fait 10 ans que notre ancêtre Caméléon est parti.
Et nous devons de lui rendre hommage. Et je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire que ici, je lui ai construit un joli jardin. Votre ancêtre décédé? Oui, j'ai un joli jardin pour lui. D'accord. Donc, il va venir pour visiter. Donc, il attend juste le transport. S'il ne le trouve pas, je lui envoie jet privé. N'est-ce pas? Pour le jardin. On vous fait confiance dans la Gaune. Sacré Eliphaz. Oui. Alors, justement, comme vous voulez, enfin, vous lui aviez construit un jardin, et il y a le fauteuil. Vous avez parlé du fauteuil. Oui, le fauteuil. Nous allons suivre juste un extrait de Le fauteuil de Eliphaz. Oui. Sacré Patrick également. Hein. Là, bon. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour et ça rappelle l'actualité de ce jour. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une journée mondiale pour le Bénin. N'est-ce pas? C'est le jour où on fait la clôture du dépôt. C'est une étape très importante, un tournant majeur, on a envie de dire, pour notre pays et qui est décisif pour les prochaines années. Tout à fait, vous avez bien raison. Événement à la une, aujourd'hui, il y a ça. Oui. Événement à la une, aujourd'hui, c'est le sport aussi. Tout à fait. Le Bénin, on attend pour que le Bénin puisse aller au mondial, bien évidemment. Merci, Patrick. Alors, nous revenons au fauteuil. Oui. Oui. Le fauteuil, aujourd'hui, on ne va pas parler du fauteuil, mais il y a un autre fauteuil qui est en train de s'installer, un fauteuil d'un spectacle qui aura lieu un jour précis. Oui, la grande réunion familiale. Oui. Chaque année, on essaie de faire la grande réunion pour réunir les fils et filles de la Gaune, histoire de parler de tout ce qu'il y a eu au cours de l'année, ramener la balle à terre, dans la bonne humeur, et on repart sur de nouvelles bases. Oui. Donc, nous, c'est notre façon à nous de dire, voilà, on veut bien traverser cette période-là, mais dans la bonne humeur, parce que après tout, nous sommes des frères et sœurs. Tout à fait. Que ça soit de l'opposition, que ça soit de la mouvance, nous sommes de la même famille. Oui. Le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. Donc, malgré nos divergences d'opinion, nos divergences politiques, on doit pouvoir s'asseoir côte à côte. Moi, c'est mon rêve de voir un mouvancier assis à côté d'un opposant et rigoler à fond. Et justement, Patrick, moi, ce qui me fascine, je dirais, chez Eliphaz, c'est de prendre quand même tout ce qui est actualité sensible et d'en avoir quand même une touche un peu drôle. On arrive toujours à en rigoler quelque part. Donc, on parlait de consommation locale. Comment vous faites pour arriver toujours à détendre l'atmosphère? Parce qu'on en a besoin pour que tout le monde ait une attitude positive, justement. Oui, c'est déjà de savoir observer, observer les uns et les autres, et écrit de sorte à ne pas heurter déjà la personne, l'individu, parce que quand tu sors une vidéo et que même l'intéressé en rigole, ça passe. Parce que l'intention n'est pas d'insulter. D'accord. Et vous allez remarquer en France, quand les guignols commencent par parler d'un homme politique, c'est parti. Donc, on s'est dit, voilà, chez nous aussi, si on peut avoir quelque chose de ce genre, ça va le faire. Et on essaye petit à petit, et je pense que les mentalités aussi sont en train d'évoluer, sont en train de changer, parce que au départ, les gens étaient au premier degré par rapport à ça. Aujourd'hui, ils ont quand même l'esprit un peu ouvert par rapport à la chose, ils acceptent, ils en rigolent. Donc, ça montre que ça s'accepte, l'humour, ce type d'humour. Oui, et justement, revenant à la question de Jennifer, le consommation local. Comment l'artiste béninois que vous êtes se sent par rapport à ce consommation local? Parce que vous faites de l'humour, non pas en langue française, mais en langue locale. Comment vous vous sentez dans cette peau? En langue locale, pourquoi déjà? Parce que on veut s'adresser à un public plus large. Vous savez, la maman au marché comprend plus ou moins le fond. Pareil pour le tonton au bureau. Donc, on a deux cibles. Mais si on se focalise uniquement sur le français, c'est qu'on va éliminer une partie. Donc, on s'est dit, voilà, on utilise une langue que les gens comprennent, que la grande masse comprend, pour véhiculer le message. Et ça aussi, ça fait partie de la promotion de nos langues,
et la promotion du consommation local. Parce que à travers ça, on essaie de vendre notre culture aussi, de vendre des codes. Et je pense que petit à petit, les gens commencent pas à comprendre un certain nombre de choses. Oui, de vendre, vous avez dit de vendre. Oui. Bon, une petite question. Oui. L'artiste Eliphaz vit de son art? Ce n'est que ça que je fais. Ah, super. mais dans ce cas, justement, je pense qu'il faut savoir se démarquer, puisque c'est ce que vous avez fait. Il faut savoir se démarquer pour mieux se vendre, moi je pense. Je pense que le rôle de tout artiste, c'est de trouver son identité, de travailler autour de ça et en faire une marque. Et après ça se vend facilement. Mais quelle est votre identité? Parce que moi, pour les téléspectateurs également qui nous suivent, quand on vous voit de blanc vêtu, on n'en a pas peut-être forcément l'habitude. Souvent, c'est un t-shirt. Non, j'étais allé déposer mon dossier. D'accord. Alors, vous avez troqué le t-shirt rouge jeté à l'épaule ou parfois la veste. Mais comment vous écrivez tous ces scénarios? Enfin, comment vous est venue l'idée? On en profite pour comprendre. Déjà, l'écriture, c'est des sketchs. D'accord. Donc, il y a tout un processus pour écrire un sketch. Quand on finit d'observer, il y a les vannes, parce qu'un sketch, c'est une succession de vannes. Donc, on écrit les vannes. Et maintenant, quand on finit d'écrire, on essaie de traduire en langue. Ok, c'est tout un parce travail. Ce que les gens ne savent pas, ils pensent que ça vient en fond. Et donc, non. On écrit tout en français. Maintenant, on traduit en langue et on ne commence pas à chercher les éléments comiques. Parce que ce qui fait rire en français ne fait pas forcément rire en langue. Et il y a par exemple des expressions qu'on utilise en fond qu'on n'arrive pas à traduire en français. Du coup, c'est un double travail qu'on essaie de faire. Mais c'est passionnant, on aime ça et on essaie de le faire. En tout cas, moi, je pense que vous avez le mérite de drainer toute catégorie, je dirais, les gens de tous bords, de diverses catégories, couches sociales. Donc, je pense que c'est à saluer, c'est un gros effort. C'est vraiment à saluer. Et pour la petite histoire, j'étais à Nati et quelqu'un était en train d'écouter une vanne d'Eliphaz. Et j'ai suivi, j'ai vu que la personne riait aux éclats. Je me disais... Difficile de se contenir. Oui, et ça doit être un fond. La personne a fini, a commencé à parler d'Indi. Et je me suis rapproché, j'ai dit, vous comprenez? J'ai dit, oui, grâce à Eliphaz, chercher et puis il comprend. Oh non. Donc ça m'a fait plaisir que grâce à Eliphaz, une personne a pu apprendre à mieux parler fort, à mieux comprendre, parce que quand cette personne voit les autres rire, elle a envie de rire aussi. Bien sûr. Et je vous fais une confidence. C'est peut-être une force que nos artistes locaux ont. Moi, également, pour être une grande fan de Zénab, je me plais à dire partout que Zénab m'a appris le Yoruba, je n'en connais rien. Mais lorsque je suis ces morceaux, je passe tout mon temps à demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ceci. Du coup, au fil des années, je pense que j'ai acquis quelques petits mots. Du coup, en tout cas, dès qu'elle sort une chanson, je cherche la traduction, etc. Donc, je parle un peu Yoruba. Enfin, je comprends un peu Yoruba grâce à elle. Donc, je pense que c'est une force également que nos artistes locaux ont. Oui, une énorme force. Donc, le consommant local, il faut le faire, il faut y arriver. Absolument. Nous allons suivre, disons, l'annonce du spectacle, l'annonce préparée déjà par lui-même. On va suivre une petite partie, un extrait de cette annonce. Nous allons nous que samedi 1er novembre, 20h, mais le grand réunion Gang Koloko au palais de Congrès. Bon, et les mettons les bien là-bas. Tibajans, enfants chéris, chef de famille, Koulkaché, Romé le Tantiné, et mais la gonne met les bien là-bas. Bon, ah bah quoi j'ai tué. Bon, on va 1er novembre, 20h, palais de Congrès. Bon. Voilà, ça là. En fait, je voulais qu'on ait l'annonce parce que ça, non, ça a été... N'est-ce pas? Vous demandez d'explication.
Donc depuis, bon, faut tché, il doit connaître les signes à Togo, il doit connaître les signes cheveux, il doit connaître les mille fauteuils. Ah, tu veux qu'on ait fauteuil, et tu can faire, ouais. Donnez donc que, et nous avons dit fauteuil, nous pouvons gagner souhait, et nous avons à Bobo. D'accord, que ça ne c'est rien. Ah, bon, quand je dis pour moi, mais debout, j'emblée, nous n'avons pas l'air. Mais depuis j'emblée, nous n'avons pas l'air. Oh, et maintenant, dans le camp, il y a un invité tombé à nous. Vous nous goûtez. Il y a des arbres propres de pony. Il y a des zingokuins chauds. Vous avez il y a pas zingokuins de non. Un zingokuin de Adam Poe va pour le ça. Et doit zingokuin. Ou doit zingo. Ah. On a quand Egbe abobo nu lero no de ne kun abobo e azingo kun e bonda when they meet me le primaire et donne me le que azingo kun abobo de même famille et tout d'abord azingo kun grand-père nous abobo donc et tu connais pas faut marier le que ni va pour nous Big Body. Et les sinon me balatant, sinon les balatant nous simple. Et il y a un loco. Il y en a le prison break. Et même puis évadé. Incroyable. Bon, okay. Donc le spectacle il est pour novembre. Hein? 1er novembre. 1er novembre. Mesdames, messieurs, regardez le changement. Comment vous pouvez passer de ça à ça en l'espace de 2 secondes? Eliphaz. C'est une concentration. Il faut être concentré tout le temps. Oui. Chose bizarre. Vous avez 2 personnages en vous, hein? Sinon 1000. On va dire les deux là. Chose bizarre. En spectacle, je ne ris pas. Oui. Parce que je prends le soin de rire pendant la répétition. Ok, je comprends mieux. Parce que si ça doit faire rire, moi-même, dans la répétition, je sais ça déjà. Et quand je finis de répéter, quand je me mets à jouer, je ne ris plus. Oui. Je ne ris plus parce que pour que ça fasse rire, il faut que je sois le plus sérieux possible. Pour que celui qui est en face se dise, mais comment il arrive à débiter ces conneries-là? Franchement, on s'est tous posé la question au moins une fois. C'est les sérieux, les sereins, les... Et là où c'est très difficile, c'est quand tu sors la vanne et qu'en face, ça rigole, mais toi, tu ne peux pas rire. C'est une souffrance de dingue. Et ce que vous ne savez pas, c'est que votre visage très serein fait rire davantage. Oui, mais c'est ça qui est très difficile parce que tu dois te concentrer, tout faire pour ne pas rire. Et quand celui qui est en face se met à rire, c'est très difficile de se contenir. Oui. Ça, c'est un travail aussi qu'il faut faire. Merci de nous avoir vendu la mèche. Oui, donc le 1er novembre. Le rendez-vous est pris. Pourquoi le 1er novembre, c'est jour du... Mais ça a toujours été... Non, ça a toujours été en août. Oui. Et cette année, c'est une année exceptionnelle parce que c'est l'année de la grande course agonale. Oui. Donc les coureurs sont en train de s'apprêter. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de détacher ça du mois habituel, l'envoyer dans un mois où les attentions seront un peu plus sollicitées. Et puis le jour de tous les saints. Oui, de tous les saints. Donc on aura Saint Eliphaz. C'est important. Merci beaucoup Eliphaz. Merci à vous également Patrick. On raccompagne votre invité, mais vous restez avec nous le temps d'installer notre prochain plateau. Heureuse monte avec son invité et également l'invité politique qui a été déjà annoncé en début d'émission. Elle nous rejoint donc, le temps de s'installer. Je vais quand même vous saluer à nouveau. Bonjour Heureuse, comment allez-vous? Bonjour Jennifer.
On est là. On est là. Cette fois-ci, on n'a pas beaucoup tiré dans les salutations. Bonjour également au docteur qui était avec nous hier. Bien sûr. Et bonjour à présent à notre invité. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, on parle dans la rubrique politique d'aujourd'hui du recours à la Cour constitutionnelle. Quid de sa saisine? Vous le saviez, la présidentielle de 2026 se prépare déjà et certains sujets institutionnels font débat. L'un d'eux, le recours portant sur l'autoparrainage, récemment déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle. Une décision qui relance plusieurs questions fondamentales que nous allons décortiquer ici sur ce plateau. Et pour en parler, on reçoit quelqu'un de très averti. Vous allez le découvrir. Gilles Badé, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes juriste, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle et également expert électoral. Exactement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie que vous nous dites votre avis sur cette décision de la Cour. Bon, la décision de la Cour constitutionnelle nous rappelle que ces modes de saisine, les personnes qui peuvent la saisir, ce n'est pas la même chose en période ordinaire et en période électorale. En période électorale, les choses sont organisées de manière à ce que ce soit les personnes qui sont affectées ou qui peuvent être affectées par une situation qui est le droit de recours. Et là, par exemple, c'était une question de candidature. Et donc, seuls les candidats, seules les personnes dont les dossiers ont été rejetés ou seuls les parrains et les partis politiques qui doivent organiser le parrainage avec ces parrains-là sont autorisés à réagir lorsque telle ou telle situation leur porte préjudice pour que la Cour constitutionnelle puisse y répondre. Donc ce n'est pas comme en période ordinaire où tout citoyen voyant un problème juridique se poser peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de réagir. Par ailleurs, ce n'est pas non plus un avis. On ne demande pas un avis juridique à la Cour constitutionnelle. Seul le président de la République peut demander un avis, peut consulter la Cour constitutionnelle, donc on alors même qu'il n'y a pas de problème. Okay. Voilà. Les autres doivent attendre que le problème, la paralysie ou le blocage institutionnel arrive avant de pouvoir saisir. Donc c'est pour cette raison que la décision de la Cour constitutionnelle paraît tout à fait normale parce qu'en période électorale, seuls les candidats ou les personnes rôdant autour du parrainage ou étant acteurs du parrainage peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur cette question de parrainage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Bon, ça m'étonne quand même parce que je crois que il y a des juristes parmi ceux qui ont fait ce recours. Il y a essentiellement des juristes, justement. Oui, il y a également des juristes à la Cour constitutionnelle. Et moi aussi, je suis juriste. Vous savez, le droit, en fait, il y a une tradition de notre Cour constitutionnelle qui consiste à, disons, nous donner des éclairages sur plusieurs problèmes. Et il y a des évolutions récentes sur lesquelles il faut faire attention. C'est-à-dire que nous avons une juridiction constitutionnelle qui a été tellement ouverte et elle a été débordée de recours et elle a initié des réformes. Par exemple, en juillet 2025, la loi organique de 2022 a été modifiée de sorte que même en période ordinaire, on ne peut plus saisir la Cour constitutionnelle n'importe comment. Il y a des délais qui sont faits pour ceux qui veulent saisir la Cour constitutionnelle. Par exemple, 30 jours au plus tard, après la situation que vous voulez dénoncer, vous devez saisir la Cour constitutionnelle. Au-delà, vous n'êtes plus recevable à le faire. Donc, dans cet esprit de limitation du droit de saisine, la période électorale devient encore une période encore plus restrictive que d'ordinaire. Il s'agit de s'approprier les nouveaux tests pour regarder comment on fait pour ne pas être irrecevable. Sinon, je peux vous dire que j'ai lu également les commentaires de ces juristes que je connais. Je les connais tous, puisque nous sommes tous à l'université. C'est vrai que je suis l'aîné et que j'ai été professeur de la plupart d'entre eux et nous travaillons souvent ensemble. Eux-mêmes, dans les commentaires, ils veulent en fait inciter le juge constitutionnel à dépasser cette approche traditionnelle pour devenir un acteur de prévention des conflits. C'est pour ça qu'il titille le juge constitutionnel pour qu'on puisse anticiper sur certaines choses et ne pas attendre que les problèmes arrivent avant de les résoudre. C'est leur approche. Ils doivent continuer le plaidoyer pour que ça aille dans ce sens. Sinon, de manière traditionnelle, c'est celui qui a des problèmes qui se plaint devant le juge et le juge lui répond. D'accord. Alors, pourquoi, parce que nous sommes en période, vous le disiez, en période sensible déjà, pourquoi des garde-fous sont mis autour de la saisine en cette période par rapport aux autres jours?
En fait, il y a un défi permanent entre la quantité et la qualité. En période électorale, vous devez rendre des décisions très rapides. Parce que dès que vous êtes saisi, tout le monde est suspendu à ce que vous allez décider. Si vous laissez la vanne trop ouverte et que vous recevez des recours de partout, vous ne pouvez pas, dans le délai très court, répondre aux préoccupations qui sont soulevées. C'est pour cette raison qu'on essaye d'encadrer le droit de saisine, pour que les personnes directement concernées soient celles-là qui ont le droit de saisir, qui aient le droit de saisir le juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5 juristes qui font beaucoup de bien à l'état de droit parce qu'ils forcent le juge constitutionnel à clarifier tel ou tel point. Ça veut dire qu'ils pourraient davantage publier, alerter et même se mettre à la disposition des acteurs concernés, qui sont les acteurs politiques, pour les pousser à faire les recours qu'il faut, les aider à rédiger les recours qu'il faut pour que le juge puisse pouvoir y répondre. Parce que sinon, si c'est eux-mêmes qui font ce qu'on appelle l'ami de la cour, amicus curiae, l'action popularis, l'action du peuple, comme ça ne peut pas marcher parce qu'il y a comme une rationalisation de la procédure qui a été faite. Il faut rentrer dedans, ce n'est pas fermé, mais il faut savoir la porte d'entrée désormais. D'accord. Alors, vous le disiez, lorsqu'on suit les commentaires, les différents avis sur le sujet, on se rend compte que certains veulent pousser, évoquent justement la non-accessibilité de la Cour à l'endroit des citoyens et des acteurs politiques. C'est pour cela qu'ils proposent justement de revoir ces conditions. Qu'est-ce que vous en pensez? La Cour a toujours été très ouverte. Un ancien secrétaire général vous parle, vous savez, vous recevez des dossiers, vous en recevez tellement. Si vous ne faites pas attention, vous allez rendre des décisions sans contenu, des décisions qui n'apportent rien de nouveau à l'évolution du droit. Et vous allez, quand vous faites un peu de droit comparé, nous sommes l'une des juridictions les plus ouvertes au monde. Et la quantité est souvent l'ennemi de la qualité. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que sans fermer complètement l'accès aux juges, on précise d'autres conditions. Et nous ne faisons que... En fait, le Bénin ne fait que revenir maintenant à la normale. Tellement il a fait beaucoup plus que la normale que quand il revient à la normale, tout le monde s'interroge pour dire « Mais pourquoi tu recules? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il faut... il y a ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, par exemple, qui veut dire que lorsque vous êtes devant un juge ordinaire, vous êtes au tribunal et que vous avez un dossier et vous constatez que la loi, quand vous vous appliquez, pose un problème de constitutionnalité, il n'y a aucun délai pour ça. À tout moment, vous pouvez saisir le juge constitutionnel. Par exemple, des affaires, des lois de la période coloniale ont été évoquées en 2009 pour que le juge constitutionnel en soit saisi et déclare que c'est contraire à la Constitution. C'était la loi sur le constat de l'adultère de l'homme et de la femme. Parce qu'on disait que l'adultère de l'homme, ça doit être au domicile conjugal et à plusieurs reprises. Alors que la femme, voilà. C'était des tests coloniaux. Pourtant, on a saisi la Cour constitutionnelle des dizaines d'années après. La décision a été, le juge a trouvé que c'était recevable et a statué. Cette possibilité est toujours ouverte aujourd'hui. Et ça montre que c'est lorsque vous êtes concerné que vous avez un problème que vous pouvez le soulever. Mais le fait de n'avoir aucun problème, de réfléchir simplement, de lire le test et de constater qu'il y a comme un problème entre les deux tests, je veux saisir le juge pour qu'il puisse me dire, c'est ça qui a été encadré dans des délais. Vous devez le faire 30 jours après que le test soit publié, 30 jours après que vous ayez été notifié ou 30 jours après la situation de violation des droits de l'homme dont vous êtes victime. Et en période électorale, selon la question qui est posée, candidature, liste électorale, campagne électorale ou contentieux des opérations électorales, les personnes concernées sont bien identifiées test par test. Donc nous ne faisons que rationaliser la procédure du juge constitutionnel au Bénin. Nous ne faisons pas moins que ce qui se fait dans les grandes démocraties. Quelles sont les conditions, quelles sont plutôt les choses dont il faut tenir compte lorsqu'on veut adresser un recours en cette période pour éviter, je dirais, de porter atteinte à la démocratie? Oui, il faut essentiellement regarder les conditions de recevabilité. Nous avons un code électoral qui a été modifié et donc il faut regarder au fur et à mesure les évolutions qui sont dans ces tests-là. Et nous-mêmes qui connaissons ces tests depuis un certain moment, nous sommes même les plus à même de nous tromper. Parce qu'on dit, je connais ce test, tu cites le test de 95 ou le test de 2019, alors qu'en 2024, il y a déjà eu une modification. Tu cites la loi organique de 2022, alors que le 25 juillet 2025, il y a eu une modification. Donc, il faut faire la veille juridique, comme les jeunes du Quintet
les 5 juristes qui font évoluer le droit au Bénin le font. Il faut faire de la veille juridique. Il faut lire les différents recours. Nous, à notre niveau, nous essayons de participer à la vulgarisation de ce droit-là. Nous avons fait des communications au niveau de la Cour constitutionnelle ou ailleurs. Et nous mettons ça sur notre page LinkedIn. Vous pouvez regarder, sur page Facebook. Il y a également des gens qui écrivent, comme le docteur Dassi qui a fait le code électoral commenté article par article, tel que interprété par les juges constitutionnels et administratifs. Donc il y a de la documentation pour s'informer et pouvoir réussir ces recours devant la Cour constitutionnelle. Mais moi, je voudrais quand même demander, quand personnellement ces hommes de droit prennent l'initiative pour communiquer autour, ça ne porterait peut-être pas autant de poids si l'autorité même, au niveau de la Cour constitutionnelle, vous êtes ancien secrétaire général, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils instaurent ces genres d'activités, ces genres de communication dans les séminaires, etc. Pour informer beaucoup plus les citoyens. Est-ce que c'est fait déjà? J'espère. En fait, ce qui a été... il y a toujours un processus, selon ce que moi je connais. On commence à l'interne à s'auto-former, à échanger, à renforcer sa capacité. Et ça a été fait la semaine dernière à Grand Popo. Et donc, la suite, c'est pouvoir appeler les acteurs du processus et pouvoir échanger également avec eux. Il y a des rencontres qu'on fait avec les journalistes, que la Cour fait. Je ne suis pas à la Cour. Voilà. Il y a des rencontres que la Cour constitutionnelle fait avec les journalistes, avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, pour que tout ce monde-là soit au courant des évolutions qu'il y a eu. Il y a des évolutions intéressantes, comme par exemple le recours par voie numérique que l'on peut faire. Donc il y a de nouvelles choses qui sont disponibles sur lesquelles, effectivement, la Cour pourrait communiquer davantage pour que les uns et les autres sachent de quoi il s'agit. Oui, il y a toujours une question qui me brûle la gorge, la bouche, les lèvres. Les décisions de la Cour sont sans recours. Est-ce que c'est simplement la Cour constitutionnelle au Bénin ou bien il y a déjà une Cour quelque part qui prend des décisions sans recours? Parce que ça depuis des années... Ça vous a toujours travaillé. Bon, alors, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, c'est classique, et partout dans le monde, c'est comme ça. Néanmoins, les commentaires, les réactions que vous avez, que nous avons, les analyses que nous faisons, peuvent inspirer le juge constitutionnel lui-même, de façon à ce que lui-même puisse faire évoluer sa propre jurisprudence. C'est-à-dire que même sans recours, la jurisprudence peut évoluer, et même sans recours, le législateur aussi, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, on peut lui soumettre un test pour faire évoluer tel ou tel aspect. Donc les décisions sont sans recours ne veut pas dire que les décisions sont sans évolution possible. Les évolutions peuvent provenir soit du juge lui-même, qui constatant un certain nombre d'impairs qu'il aurait eu à faire ou d'accueil très défavorable dans l'opinion, améliore sa jurisprudence, ou bien il y a des initiatives, que ce soit de la part du gouvernement ou de la part des députés à l'Assemblée nationale qui ont l'initiative de la loi, pour modifier les tests, pour permettre aux juges d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient sur la base d'un ancien test dépassé. Donc, oui, sans recours, oui, c'est classique, mais ça n'empêche pas. Par exemple, je vous donne le cas du nom de la femme, ou du nom des enfants dans la famille. En 20 ans après que le Code de la personne de la famille a été validé par la Cour constitutionnelle par une décision, il y a eu un recours qui a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour elle-même a pris sur elle de changer la jurisprudence et de donner aujourd'hui la possibilité aux deux conjoints de porter leur nom et aux enfants aussi de porter le nom de l'un et de l'autre membre du couple, de la famille. Donc, les choses peuvent évoluer comme ça parce que la société évolue, les opinions évoluent, la loi évolue. Et même si les gens ne peuvent pas faire de recours, la Cour constitutionnelle elle-même vit dans la société et prend connaissance de ces évolutions-là et peut les acter dans des décisions postérieures. D'accord, merci beaucoup. Mais justement, en parlant de cette actualité-là, qui, comme on le disait, fait un peu débat, actuellement, tout le monde n'a pas forcément, tous ceux qui ont peut-être des envies de recours, on ne sait jamais, n'ont pas forcément le temps de s'informer, de vérifier ou n'ont pas forcément la bonne source avant de se lancer dans ce genre d'initiative-là. Pour éviter tout recours qui n'aboutit pas, est-ce que vous pensez qu'il faut simplement y renoncer en cette période sensible ou est-ce qu'il faut quand même le faire? Non, comme juriste, je dirais faites les recours. D'accord. Il ne faut pas y renoncer. Vous savez, parfois, vous pouvez faire un recours, la Cour va vous dire que le recours est irrecevable, mais elle peut s'auto-saisir de la question.
D'accord. Pour dire, toutefois, comme cette question touche un volet important de droits de l'homme, je me saisis d'office et je statue sur la question. Parfois, il y a un flux de recours venant des gens qui ont le droit de faire des recours, des gens qui n'ont pas le droit de faire des recours. On déclare la requête recevable sur la base de ceux qui ont le droit de faire des recours, mais on va puiser des arguments dans les documents de ceux qui n'ont pas le droit pour nourrir la décision qui est rendue parce que la décision a été rendue possible par ceux qui ont le droit de recours. Donc, toutes les idées qu'on a, il faut les mettre dans les recours, il faut faire les recours. Ce n'est pas grave si on dit que c'est irrecevable. On va mieux se pourvoir la prochaine fois. Et c'est un combat citoyen. C'est pour ça que je félicite vraiment les 5 jeunes qui font des recours à la Cour constitutionnelle pour permettre à la Cour d'avancer de plus en plus. D'accord, mais le docteur est avec nous, hein, il ne dit rien, certainement qu'il aura d'autres des questions également. Son souci, c'est de soigner les patients. C'est la bonne santé des patients et non la bonne santé de nos tests et lois. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on est dans le, je dirais presque l'enseignement sur ce plateau avec ce qu'on dit, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas de risque en période peut-être sensible comme les élections de se laisser emporter par les sentiments ou les émotions lors de la saisine? Oui, c'est pour ça que nous, en tout cas en ce qui nous concerne, avec d'autres, je vous ai cité le cas de mon collègue Dassi, qui a publié un ouvrage, ça je recommande vraiment cet ouvrage-là, sur le code électoral tel qu'interprété par les juges administratifs et constitutionnels. Il y a nous-mêmes qui essayons de publier tous nos travaux sur nos pages LinkedIn et Facebook pour permettre que les gens s'informent. Et maintenant, les institutions doivent aussi faire le relais. Je crois que la Sénat rencontre les organisations de la société civile, les partis politiques. La Cour constitutionnelle devrait en faire de même. Et quant aux citoyens, ce n'est pas le moment de se laisser gagner par les émotions. Il faut suivre ce que les tests disent, il faut faire les recours, il faut digérer les décisions avec maturité, avec responsabilité. Et nous, de toutes les façons, nous allons les commenter chaque fois pour montrer aux uns et aux autres. Ce n'est peut-être pas la première fois, on n'est pas les seuls dans le monde qui décident comme ça. Tout ça permet aux gens, quand ils regardent ces commentaires-là, d'être apaisés parce qu'ils découvrent que ce n'est pas arbitraire. Tout à fait. Votre page LinkedIn, c'est Gilles Badé. Gilles Badé, tout simplement. Tout à fait. Donc, ceux qui ont besoin de vérification, d'enseignement, de se mettre à niveau, sont conviés à aller vers cette page-là. Nous sommes en train de finir tout doucement, mais je tiens quand même, et j'insiste là-dessus, vu que le climat, il est là, les élections, nous sommes à l'approche, je tiens à cette question d'émotion ou de sentiment sur les décisions. Lorsqu'on dit, par exemple, la Cour déclare irrecevable, qu'est-ce qui rassure de ce que ce n'est pas forcément contre un parti ou un autre? Oui, c'est la motivation. Les gens lisent seulement la une ou les titres et ne vont pas lire. C'est la motivation qui doit rassurer. La Cour constitutionnelle elle-même doit se battre pour sa propre légitimité. C'est la légitimité, pas la motivation. Il faut que les explications qu'elle donne, les tests sur la base desquels elle se fonde, ses propres juristes, ses propres décisions qui ont été rendues par le passé et la comparaison avec ce qui se passe dans les autres grandes démocraties confirment qu'elle n'a pas fait de l'arbitraire. C'est tout ça qui rassure. Donc, il faut que les gens cherchent à se documenter d'abord avant de se laisser gagner par l'émotion. D'accord. Donc, vous nous rassurez que la Cour, dans cette décision, notamment ici au Bénin, est toujours juste et impartiale. On espère. Moi, je ne suis pas à la Cour constitutionnelle. En tant qu'observateur, vous êtes également juriste et expert électoral. Donc, ce que je veux dire, c'est que si demain, la Cour constitutionnelle rendait une décision qui était vraiment problématique, on saura le dire avec l'élégance de l'enseignant, du commentateur de décision de justice, on saura dire notre surprise par rapport à tel ou tel aspect de la décision. Mais pour l'instant, ce qui se passe en général, c'est que les gens ne cherchent même pas à comprendre les motivations. Ils ne cherchent pas à faire le droit comparé et ils se laissent gagner par l'émotion. Et justement, sur ce fameux dossier d'autoparrainage, vous nous rassurez que tout est en règle par rapport à la décision d'irrecevabilité. Absolument. Il y a eu même d'autres recours pour des gens qui étaient concernés, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale qui sont des parrains, ont fait des recours et eux-mêmes ont désisté. S'ils n'avaient pas désisté, la Cour nous aurait déjà clarifié encore ce point. Alors, sinon, il y a des décisions de 2021 aussi qui ont clarifié un peu. Voilà qui est clair sur ce plateau. Merci beaucoup, Gilles Badé. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir toutes ces explications. On va vous raccompagner et recevoir nos prochains invités.
Instant santé donc avec Heureuse Danondé et entre-temps Ghislaine quand même qui est installée avec son invité. Je vous salue parce que je salue à nouveau tout le monde. Donc, bonjour à nouveau Ghislaine. La prochaine fois que tu vas me saluer Jennifer, tu vas devoir me remettre le petit déjeuner. Mais Ghislaine, vous voulez, en fait j'étais en train de ne pas beaucoup parler mais vous voulez me pousser. Sinon, celle qui a la charge des petits déjeuners ici, c'est vous. C'est vous qui initiez des sorties. C'est mentionné sur quelle ligne du contrat? C'est parce que je ne peux pas appeler le nom. Sinon, si j'appelle le nom du petit café, c'est un code qu'on se comprend. Vous voulez qu'on continue? Votre invité également est là. On va le recevoir dans quelques minutes. Mais d'abord, heureuse avec le docteur qui était déjà avec nous hier matin. Bien sûr, Hilaire Dossiovo a promis revenir sur ce plateau pour entretenir les citoyens sur leurs douleurs. Il est là. Nos articulations. Ah oui, bien sûr. Le médecin du rhume de nos articulations. Exactement, le rhume des articulations. Ok, mais avant tout ceci, on place au jingle Instant Santé. Eh bien voilà, Jennifer, nous sommes avec Hilaire Dossiovo. Docteur, merci d'être là, rhumatologue. Nous allons poursuivre nos échanges qu'on a entamés hier. Et je l'ai dit hier, on consacre toute la semaine aux articulations. Quand nos articulations crient douleur, que faut-il faire? Quelles sont les avancées en la matière? On va parler de tout ça. Mais d'abord, je vais inviter ces citoyens qui ne nous ont peut-être pas suivis hier ou qui n'ont pas suivi le témoignage d'Alessandra, dont les articulations crient douleur depuis plusieurs années déjà, de suivre ici son intervention. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec beaucoup plus de douleur. J'ai telle chose à faire. Chaque matin, pour Alexandra, dans la fleur de l'âge, c'est le même combat. Déjà pour se lever du lit, c'est toute une gymnastique. Il faut se mettre sur le côté, descendre un pied après l'autre. Le dos qui te fait mal, il faut trouver la bonne position. Et parfois, tu te réveilles avec les articulations crispées. Il faut prendre le temps de masser petit à petit pour détendre les nerfs et les articulations avant de pouvoir commencer ta journée. Pourtant, elle n'a ni accident, ni fracture. Juste une maladie qu'on associe rarement à son âge. C'était très épique pour moi parce que j'arrive à la consultation, cette première consultation justement. À un moment, j'observe la salle d'attente et je ne vois que des personnes du 3e âge avec leur canne. Quand même, tu vois des gens retraités et tout. Moi, je commençais à peine ma vie professionnelle et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir cette maladie ? L'arthrite est une inflammation chronique des articulations. Elle peut survenir à tout âge selon les rhumatologues et provoquer des douleurs persistantes, parfois invalidantes. Une arthrite, c'est un signe, ce n'est pas encore un diagnostic. Et donc, plusieurs causes peuvent engendrer une arthrite. Les causes les plus fréquentes d'une arthrite, c'est par exemple une infection. Lorsque un microbe entre dans l'articulation, ça entraîne une inflammation de la membrane synoviale au niveau de l'articulation. Donc on a une arthrite infectieuse. On peut aussi avoir une arthrite inflammatoire pure qui n'a rien à voir avec un microbe, mais plutôt avec des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire se retourne contre l'organisme et attaque les cellules au sein de l'articulation. Et donc, on peut aussi avoir des inflammations. On peut aussi avoir une arthrite dans des pathologies tumorales, c'est-à-dire lorsqu'on a un cancer en cours, on peut aussi avoir une inflammation de l'articulation. Dans de rares cas, nous pouvons avoir des inflammations aussi au cours de l'arthrose. Tout le monde peut souffrir de l'arthrite, y compris les enfants, même les nouveaux-nés, les nourrissons. Moi, je pense que c'était mon cas, mais puisque en ce moment, il n'y avait pas forcément d'informations par rapport à ça, j'ai dû traîner
la maladie jusqu'à un niveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça rend la rémission un peu plus difficile parce que ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt. Quand nos articulations crient douleur, il faut consulter, car l'arthrite n'a pas d'âge. Plus on attend, plus les articulations se déforment. Un diagnostic précoce peut tout changer. Eh bien voilà, ce témoignage d'Alessandra qui nous a quand même permis de comprendre un peu déjà les causes de l'arthrite. Et vous aviez dit hier, rhumatisme, c'est un thème générique. Tout à fait. L'arthrite fait partie du rhumatisme et l'arthrite est différente de l'arthrose. Tout à fait. Alors lorsqu'on en vient à l'arthrite, le rhumatisme, chez les jeunes précisément, on a eu l'information selon laquelle même l'organisme peut se retourner contre lui-même et créer de l'arthrite. Comment on peut expliquer cela? Oui, d'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée une fois encore de revenir pour expliquer un peu les maladies rhumatismales. S'agissant donc de cette partie de la rhumatologie ou bien du rhumatisme, c'est-à-dire l'arthrite dans ce cadre précis. Oui. C'est comme si je vais donner un exemple, les gendarmes ou les policiers d'une population qui sont chargés, en fait, de protéger cette population à un moment donné. Non, bon, en fait, dans le cas général. Je sais là où il va, donc on ne prend pas ce cas. Voilà, donc c'est comme si, c'est un exemple que je donne à tout hasard. Cette même police se retourne contre sa population. Vous voyez que la police républicaine ne peut jamais se retourner contre sa population. C'est juste un exemple pour imager et que tout le monde m'en excuse. Oui. Non, c'est pour dire que nous sommes nés avec un système de défense naturel. Et ce système de défense, lorsqu'il y a un agresseur, ce système se retourne contre l'agresseur. C'est ça. Mais pourquoi? Comment ça peut arriver? Maintenant, il arrive, pour une raison ou une autre, peut-être si on a le temps, on va développer un tout petit peu, que ce système s'emballe et commence à ne plus reconnaître ses propres éléments. Et donc, devient, sinon, prend ses propres éléments comme des ennemis et les attaque. Mais c'est la fatigue ou c'est pour ça? Oui, il y a plusieurs raisons. On peut dire la fatigue, on peut dire un certain nombre de choses. De toute façon, il y a un dysfonctionnement du système. Cela est dû à quoi? Tout à l'heure, bon, hier on disait que cette maladie que nous rangeons dans le groupe des maladies auto-immunes, c'est un cas particulier de maladie. Il y a plusieurs causes à cela. Pour ne pas dire des facteurs qui favorisent cela. Et au nombre de ces facteurs, l'élément à préciser tout à l'heure, on peut avoir les infections, on peut avoir l'environnement, c'est-à-dire un coup de soleil, un coup de froid, ou bien les microbes aussi sont dans l'environnement, on peut avoir, je ne sais pas, c'est-à-dire dans un milieu où vous avez le stress, etc., etc. À la faveur de ces situations, alors que vous avez déjà un terrain génétiquement prédisposé, c'est comme une réaction de l'organisme. Et quand ces éléments se rencontrent, ça déclenche un phénomène d'agression vis-à-vis donc, de l'organisme. Et l'organisme qui est chargé donc, de se défendre veut se défendre, mais oublie qu'il se défend contre ses propres cellules. À un moment donné, l'organisme méconnaît ces éléments et commence par les combattre. C'est ça ce qui se passe dans le cadre précis de ces maladies auto-immunes. Il y a d'autres rhumatismes, il y a d'autres arthrites, etc. C'est en fonction de la question que vous m'avez posée que j'ai essayé d'expliquer ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout aborder en une quinzaine de minutes. C'est énorme. C'est bien cela. Maintenant, quelles sont les erreurs fréquentes que nous faisons et que nous devons éviter pour préserver la santé de nos articulations? Oui, d'accord. Dit comme ça prend en compte et arthrite
et arthrose ou bien maladie rhumatismale et mécanique, c'est ce que l'on dit. Mais s'il doit rester dans le cadre des arthrites, comme on a dit tantôt, il y a arthrite liée aux infections. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bonne hygiène de vie en général, se laver les mains proprement avant de manger, ne pas ingurgiter n'importe quoi, etc. etc. Pour le système immunitaire dont nous venons de parler, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ça là. On ne connaît pas la cause véritablement. On ne sait pas pourquoi cette personne va faire cette maladie et telle autre ne va pas faire ça. C'est qu'on a dit qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, dans une famille, si quelqu'un a déjà, vous avez une tante, une soeur qui a fait la maladie, dites-vous, je suis susceptible peut-être d'en faire. Ah oui? Mais alors, il faut commencer à prendre des dispositions et suivre les conseils que les médecins donnent à cette personne proche de vous. D'accord. Ça pourra peut-être vous épargner des choses. Peut-être que la personne a pris, je dis n'importe quoi comme ça, de la chloroquine et a réagi. Et c'est ça qui a entraîné son rhumatisme. Si c'est parce qu'il y a des médicaments pourvoyeurs de rhumatisme. C'est-à-dire une réaction du corps face à ça, dont on peut entraîner. Et donc, vous évitez d'en prendre vous aussi vous déjà. Aussi, déjà. Ça va vous protéger. Maintenant, il y a des conditions spécifiques à chacun, ou bien, par exemple, si vous ne supportez pas le froid, il faut éviter, etc., etc. Maintenant, dans ces maladies rhumatismales inflammatoires, il y a le chef de file de ces maladies qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est ça qu'on a le plus. Ça touche plus les femmes. C'est-à-dire c'est une maladie qui touche... toutes les articulations. Pas toutes forcément, mais beaucoup d'articulations. Okay. Ça peut commencer par 1, 2, 3 et après devenir beaucoup de façon inflammatoire. Donc ça touche préférentiellement les poignets et les mains, mais après ça peut s'étendre à toutes les autres articulations du corps. Ça ne touche pas habituellement la colonne vertébrale, mais ça peut toucher rarement le cou lorsque ça a évolué. Ça, c'est une forme particulière de ces maladies-là qui touche 3 à 4 femmes au moment où un seul homme est en train d'être touché. Et je crois que le médecin l'a également évoqué, où j'ai retiré cette partie-là pour l'aborder ici. Pourquoi beaucoup plus les femmes sont touchées? Et effectivement, même dans notre tournage, on a eu, et j'ai carrément demandé au professeur Zomalector, mais est-ce que vous ne pouvez pas me trouver des hommes qui en souffrent parce que je n'ai que des images de femmes? Et sa réponse est que oui, elles sont prédisposées à cause des hormones. Expliquez-nous un peu. Merci beaucoup. Je salue au passage le professeur Zomalector qui m'a permis de le remplacer ici sur ce plateau. Donc en fait, c'est une question hormonale. Il y a plusieurs raisons, mais les raisons principales, c'est une question hormonale et un peu chromosomique, si vous voulez. Donc c'est ça qui nous fait plus de différence. Vous voyez, le chromosome X des hommes n'a pas autant d'éléments peut-être que les X qu'une femme. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui se passent et qui favorisent le terrain un peu plus chez la femme. Ce que nous connaissons le plus, c'est les hormones, l'œstrogène. Et de l'autre côté, chez l'homme, la testostérone. C'est des hormones protectrices contre des maladies, on va dire, dans ce cadre-là. Bon, donc, ça en vient pour une raison ou une autre à être altéré. Et là, son fonctionnement, il y a un dysfonctionnement, on va dire, à ce niveau-là. Et c'est ça qui, le plus souvent, constaté chez la femme, amène est-ce que l'accouchement en a pour quelque chose? L'accouchement, pas directement, mais il y a de ces maladies qui peuvent affecter l'accouchement. Ces maladies rhumatismales, bien sûr, et provoquer des fausses couches, et provoquer des morts-nés, etc., etc. Donc, ce n'est pas tout ce qui arrive aux femmes quand il y a fausse couche, quand il y a mort-nés ou bien des problèmes gynécologiques. Oui, pas toujours. C'est pourquoi il y a des gynécologues obstétriciens qui s'investissent aussi dans ce côté-là. Il y a des rhumatismes qui dérangent le système de la femme lors de la période d'accouchement ou de grossesse. Bien sûr. Il y en a de ces maladies même qui ne cohabitent pas avec la grossesse. Il y en a que la grossesse aggrave. C'est ça qu'on appelle le plus souvent le lupus érythémateux systémique. Oui. Mais comment la détecter? Justement, c'est quand les manifestations, des signes commencent chez des gens. Peut-être des douleurs, ça c'est le maître symptôme. J'ai juste mal dormi, j'ai mal au cou. Oui, ça c'est autre chose. C'est pourquoi quand on ne comprend pas quelque chose, il faut se rapprocher des professionnels pour qu'on vous aide à diagnostiquer les choses.
C'est un peu ce qui est utile en la matière. Parce que quand nous parlons de douleurs, les douleurs, il y en a de plusieurs types. Et il n'y a que le sachant qui puisse distinguer les types de douleurs. Mais est-ce que les douleurs, très rapidement, peuvent être traitées ou ces douleurs, quand ça commence, c'est à vie? Ça dépend de type de maladie cachée derrière ces douleurs-là. Il y en a qu'on guérit. Par exemple, si c'est une infection pure qui entraîne des douleurs articulaires et qu'on arrive à découvrir cela, on peut soigner l'infection et les douleurs, c'est fini. Ça passe. Mais quand c'est une maladie, un rhumatisme ou bien maladie inflammatoire, comme nous aimons le dire, qui n'a rien à voir avec une infection ou autre chose, ça, c'est à vie si vous voulez. Oui, parce que le système de base, c'est votre terreau, c'est votre terrain qui entretient cela. Donc, même si vous n'avez plus le mal, à un moment donné, vous êtes un terrain de cela. Et donc, vous devez vous aménager toute votre vie. Ou bien vous prenez des médicaments. Même si ce n'est pas les médicaments, vous devez vous entretenir dans ce sens toute la vie. Pour vivre avec. Parce que nous, les femmes, on travaille beaucoup plus que les hommes. Je pense que c'est une question. Il faut le reconnaître aussi. Bon, je ne saurais le dire. Non, je ne saurais le dire. Mais ce que je peux dire, les femmes sont beaucoup plus stressées que les hommes. Et il a parlé de stress tout à l'heure comme facteur de risque. Non, parmi tant d'autres causes. Très sérieuse. On n'a pas besoin de développer ça. Quand on parle de rhumatisme, on parle de... arthrose, drépanocytose. La douleur de la drépanocytose. Oui, la douleur de la drépanocytose, c'est également une douleur qui touche aussi bien les articulations que les os. Mais ce n'est pas à comparer avec le rhumatisme. Ce n'est pas à comparer avec le rhumatisme. Ce n'est pas... En fait, tout simplement parce que l'origine de ça n'est pas directement en fait liée aux articulations. D'accord, c'est compris. Bon, mais c'est quand même une interface entre le rhumatisme et les maladies hématologiques. Merci. On éviter de dire ici. Mais on va lui donner le contact du docteur. Je vous assure, il est très efficace. Merci beaucoup, docteur. Elle va bien son métier en tout cas. On va prendre congé de vous. Merci, on installe Marvin. On lance tout ceci avec la rubrique Bénin en mouvement. Bénin en mouvement donc avec Ghislaine Adimi. Pendant ce temps, Marvin Promise Aïnadou s'installe. Bonjour Marvin. Bonjour Jennifer. Le petit Mathieu. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Alors, Ghislaine, je suis à vous. Bénin en mouvement, je sais que vous vous intéressez au consommation local. Merci beaucoup, Jennifer. On a installé le plateau, on a parlé de consommer local. En installant le plateau, en recevant Eliphaz. C'est dommage qu'il soit parti, j'aurais bien voulu qu'il nous introduise avec un petit slam. Mais mon invité aujourd'hui va nous aider quand même. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons de nouveau sur le marché béninois pour consommer local. Question importante. Mon invité, il fait partie du comité d'organisation de ce mois-ci. On a beaucoup de questions à lui poser. Bonjour. Bonjour, madame. On vous a pris suffisamment du temps. On va vous en prendre encore quelques minutes. Merci d'être avec nous. Avant de répondre à ma question, moi c'est ma question, mes deux collègues là, ils vont vous charger, ils m'ont déjà donné les questions, mais je vais les laisser faire ça. On va quand même introduire, on ira voir rapidement ce que nous avons déjà sur le marché et vous allez nous dire après c'est quoi de neuf que les gens peuvent découvrir sur le marché local béninois. Nous remercions le ministère de l'Industrie et du Commerce qui, depuis 6 ans maintenant, met les petits plats dans les grands. Chaque année, on voit que le niveau s'élève.
nous faisons des cosmétiques. Déjà, les savons, les crèmes, c'est bon pour le corps. Le Karité est encore meilleur. Donc, quand je prends le cas de Natura, c'est ça. Mais nous avons des gens qui font des snacks, qui font des biscuits, tout ça, qui font du miel. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes, qui donnent une richesse au Bénin. Donc, c'est des choses qui, je pense, qu'il faudrait accompagner. Ce qui est sûr, on a beaucoup à manger. Oui, la richesse locale à chaque bouchée. Monsieur Jérémy Dovedo. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être avec nous. Le Bénin en mouvement, le local a beaucoup évolué aujourd'hui. Alors, on a vu les produits maraîchers, on a vu les produits cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le marché béninois pour vendre encore davantage notre consommé local? Je vous remercie. Le consommer local, ce n'est plus une campagne de sensibilisation de nos produits. Puisqu'il est remarqué dans nos marchés que nos produits ou les produits fabriqués localement sont davantage présents, que ce soit au niveau de nos habitudes alimentaires, que ce soit au niveau de nos tenues vestimentaires, comme je l'ai fait, donc madame également, moi, et aussi dans presque à tous les niveaux. Donc pour cette année, en dehors, puisque à travers l'élément que vous venez de montrer, nous avons vu quelques produits alimentaires, d'autres produits cosmétiques. Et comme cerise sur le gâteau, aujourd'hui, la plupart des matériaux de construction que nous utilisons sont produits au Bénin. Nous avons la tuyauterie, dans le domaine de la sidérurgie, même la production de carton. Il y a également au niveau de GDIZ la filiature avec la confection des t-shirts et autres que nous exportons fièrement. Et même les carreaux, tout à fait. Voilà un peu. Le ciment béninois, oui. Quel est son état aujourd'hui? Le ciment béninois, notre fameux ciment que les producteurs arrivent à exporter fièrement dans la sous-région. Nous avons une capacité qui dépasse largement notre demande. Donc, oui, avec les industries, c'est vrai que nous avons une de nos sociétés cimentières qui est en démantèlement, mais déjà, elle a déjà réservé un espace dans la zone franche pour pouvoir commencer par produire davantage afin de satisfaire la demande de nos populations. Ça, c'est intéressant. Et je rappelle que nous produisons du ciment de très bonne qualité. N'est-ce pas? En tout cas, Ghislaine, votre invité, il est habillé, vous le disiez, aux couleurs locales. C'est certainement un créateur béninois. C'est un créateur béninois sur le marché. Le coton béninois, etc. Même le motif absolument reflète l'Afrique. Hein? Voilà, donc vous êtes exactement, vous représentez le local sur ce plateau. Et est-ce que dans ce domaine-là, nous avons assez de variétés? Parce qu'il y a des créations de couturiers, de créateurs de mode, mais il y a également les t-shirts qui sont fabriqués et d'autres exportés. Aujourd'hui, nous avons toute une gamme de production. Nous avons des maisons de marque. Comme vous évitez la publicité. Évidemment. Il y a de très grandes maisons qui produisent des articles que vous-même, vous allez vous demander si réellement ça a été produit au Bénin. Ici au Bénin? Oui. En partant des teinturiers, ceux qui font la filiature, ceux qui tricotent. Aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons plus besoin des prêt-à-porter modernes ou bien d'importer les tenues vestimentaires avant d'être élégants pour toutes sortes de sorties. C'est vrai, nous avons... Sans faire la pub, des couturiers qui habillent les présidents. Ils nous accompagnent, les Lolo Andoche. Nous avons eu sur ce plateau... Vous devez faire votre pub. Non, c'est pas de la pub. En fait, ils sont de chez nous. C'est de la fierté. On n'a pas parlé d'une seule personne. On a eu Eric Roinou qui vient nous offrir sa consultation ici. Nous avons Nadia Dolé de couleur indigo. Il y a Pépita. Nous avons Edith Cécile. Nous avons Edith Cécile qui travaille bien notre tissé. Et celui-là dont moi je parle même partout, je suis même à l'extérieur du pays, c'est Jean-Baptiste Rouyovi, JB Rouyovi, mais qui fait des merveilles et qui est connu à travers le monde. Bon, je me dis, mais il n'est pas si connu au Bénin.
Il est quand même un producteur de niche, mais franchement, ce sont des gens qui font des merveilles qu'il faut franchement se féliciter. Mais je voulais ajouter, en plus de ceux-là, qui nous offrent quelque chose d'un niveau donné, mais nous avons des groupements des dames au niveau de la Takora, de la Donga, des tisserands, mais qui produisent des tissus, je vous assure, que vous pouvez mettre fier notre canvas avec des fils produits localement. En plus. Et que vous pouvez porter avec fierté, même en temps de chaleur. Alors, tout ça, monsieur Devoe, est donc pour dire que le consommé local va bien au Bénin. On a tout et dans tous les secteurs possibles. Ils attendent que les consommateurs. Les résultats que nous avons obtenus après ces 6 années d'organisation sont vraiment encourageants. Mais après le consommant local, le mois, c'est comme si durant le mois, tout est blim, 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 tout le monde veut faire, oui, je suis dedans, mais on dépose tout après la fin de la campagne. On peut dire cela parce que ce n'est qu'au cours du mois que nous faisons des manifestations visibles. Vous comprenez? Nous saisissons l'opportunité du mois pour pouvoir faire les activités de sensibilisation, de formation que nous publions. Mais le concept de consommer local se passe tout le long, toute l'année du mois, toute l'année. Et vous allez constater, c'est un programme que nous avions mis en place. Et ce n'est pas qu'au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, mais c'est au niveau de tous les sectoriels. À l'heure que nous parlons aujourd'hui, les agents du ministère de l'Agriculture sont déjà sur le terrain, en train d'encadrer nos producteurs aux bonnes pratiques agricoles afin que depuis les champs, nous puissions avoir la matière première de qualité. Tout à fait. Parce lorsque que on en a parlé tout à fait. Lorsque ces produits, ces matières premières seront de qualité, c'est indéniable qu'au bout du rouleau, le produit fini soit de qualité. On a parlé de disponibilité du produit, on a parlé de la qualité du produit, l'accessibilité du produit maintenant. Qu'en est-il? Oui. Nous sommes situés dans une zone où nous avons la faveur du climat. Et nous avons beaucoup de produits agricoles et même des ressources qui peuvent être exploitées. Et pour ce faire, afin de rendre ces produits accessibles, le gouvernement s'est engagé dans des réformes courageuses en interdisant l'exportation de certains de nos produits agricoles, afin de pouvoir les maintenir à l'intérieur pour que les transformateurs puissent avoir la matière première disponible. Il faut penser également à l'interdiction de certains produits importés aussi pour faire. Certains ne seront pas d'accord avec ça. Pour aider les producteurs locaux qui sont également dans la production de ces mêmes produits de bien vendre, de vraiment s'imposer. Mais heureusement, c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il faut justement, quel que soit le prix, tout payer, soutenir. Mais chacun ses réalités. Oui, c'est vrai, chacun ses réalités, mais le patriotisme économique doit nous aider à accompagner les producteurs. On a essayé tout à l'heure de justifier par nous-mêmes, mais vous, en tant qu'acteur réel, c'est ma dernière question, par rapport au prix des produits locaux. Les gens trouvent que oui, forcément, on a essayé de justifier, on a justifié le ministère ici. Pourquoi les produits locaux coûtent-ils cher? C'est vrai que à comparer le riz importé par rapport au riz local, on voit que le riz importé semble légèrement moins cher. Un peu comme le macaroni importé et le macaroni local. Surtout encore plus parfumé, encore plus sophistiqué. Oui, puisque nous nous trompons souvent sur la qualité des produits importés. Et nous avons cette aliénation qui nous amène à penser systématiquement que lorsque le produit est importé, il est de qualité. Alors que parfois, nous nous trompons. Maintenant, pour le prix, nous avons beaucoup de défis. Nous avons un défi de coût logistique qui est lié à l'économie d'échelle que les gens appliquent ou bien pratiquent dans les pays en développement. Par contre, ici, notre production n'est pas encore à ce niveau. Vous comprenez, lorsqu'ils arrivent à produire en 1 minute 100 pièces, mais par contre, ici, il nous faut des journées avant de produire. Donc, c'est normal que nos produits ne sont pas encore suffisamment compétitifs. On va y arriver. On va y arriver. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons déjà très tôt à mettre en place des programmes pour pouvoir renforcer la capacité de nos producteurs, pour pouvoir les mettre à niveau afin que désormais nos produits puissent être de plus en plus compétitifs
dans nos marchés. Franchement, on a tellement de questions à leur poser. Malheureusement, le temps, il est... Le mois se poursuit. En tout cas, on a encore 2 petites minutes. On a encore deux petites minutes. D'accord, parfait. Et moi, j'aimerais quand même demander, et au niveau des industriels, parce que de plus en plus, nous avons des industries, même si c'est à petite échelle et même à grande échelle, est-ce que vous pensez également à eux au niveau de votre organisation de mise en œuvre du consommation local? Tout à fait. Et c'est pourquoi j'ai même commencé par eux, en disant qu'au niveau des industries, l'État a eu à engager des réformes pour pouvoir leur permettre de mettre à la disposition de nos populations des produits à un meilleur prix. En révisant notre code d'investissement, en le rendant beaucoup plus attractif. L'État a encore mis en place les politiques de code d'investissement qui leur permettent d'importer les machines et tout à des prix exonérés de toute taxe de douane et autres prélèvements. Donc tout cela permet à ces entreprises installées de pouvoir produire et de pouvoir mettre à la disposition de nos consommateurs des produits à des prix vraiment accessibles. Merci beaucoup, Monsieur Dovodo. On ne pourra pas tout dire. Le mois se poursuit comme on le dit. Mais je retiens quand même que niveau vestimentaire, on est servi. On est servi. Niveau culinaire aussi. Également. Il ne faut pas oublier le ventre. C'est très important. Allez, merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. À très bientôt. À très bientôt. Et voilà, ce sera tout pour Bénin en mouvement. On passe à présent à la prochaine rubrique Éducation aux médias avec Marvin Promise Aïnadou. Tu as commencé à jouer, tu accompagnes le générique. Oui, c'est ça, ça fait. Bon. Sacré Marvin. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai mon bonbon dans la bouche. C'est quel bonbon? C'est local. C'est local. Bravo. Là, on peut essayer de vous donner. Non, mais c'est pas juste. Marvin ne peut pas venir sur le plateau avec un seul bonbon dans la bouche. Je suis sûre qu'elle a pensé qu'à elle seule ce matin. Je suis sûre qu'elle a un paquet dans son sac. Non, mais le bonbon là a été quand même établi sans du copie. Je voudrais qu'on zappe la rubrique de Marvin. Je vous en prie. Je voudrais qu'on zappe la rubrique de Marvin. Je vous en prie. Marcel Arrossi, venez pour la revue de presse. Non, je sens qu'elle a un paquet dans son sac et on prend les téléspectateurs à témoin. Si demain, il n'y a pas un bonbon sur ce plateau, bonbon local, elle descend aussitôt. Immédiatement. À défaut d'avoir du bonbon local, on aura du toffee. Quand on a eu la dame là la dernière fois de biscuits là, qui fait de bonbon. En tout cas, le temps il file. Qu'est-ce que Marvin a pour nous aujourd'hui? Je suis quand même, je peux vous dire 100% que le bonbon que je mange, il a été réfléchi, calculé et non copié-collé. Est-ce que vous savez grâce à l'IA. Vous savez que Marvin est dans la pâtisserie? Totalement. Je le sais. Mais attendez. Elle doit nous en offrir alors. Elle est obligée. En tout cas, on y va. Parlons des bonbons non GPT. Parlons des bonbons non GPT. Est-ce que vous connaissez le son qui disait avant, on dansait, on faisait pas par voilà. Et aujourd'hui, on trichait nos voisins à l'école, mais maintenant on fait copie-coller ChatGPT. Aujourd'hui, on triche ChatGPT. Voilà. Donc, moi, je vais partir sur le fait que l'IA est venue et ça entre dans le domaine académique, le domaine scolaire. Et beaucoup de jeunes font maintenant du copie-coller sans pour autant réfléchir. Et là, maintenant, on se demande si le savoir réellement est synonyme d'effort mental ou finalement c'est du copie-coller. Il y a, avant, c'était du contrôle-C, contrôle-V sur Wikipédia. On faisait les recherches, on se disait, oui, j'allais prendre. C'est comme ça qu'on trichait. Mais on appelait ça tricher intelligemment. Mais maintenant, on va dans ChatGPT, on dit, tévesse-moi, donne-moi la procédure pour pouvoir fabriquer mon bonbon. Et voilà, c'est quand même... Voilà. Donc moi, je suis partie parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux où ça parlait de la médecine, des étudiants qui rédigeaient leurs thèses avec l'IA, des étudiants qui, au cours de la soutenance, étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas de possibilité de répondre aux questions parce que l'IA, en fait, avait tellement déversé le flot que quand les maîtres de mémoire disaient « Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?»
ce concept, ils étaient bloqués. Oh mon Dieu. Alors moi, je suis partie à la FSS, Faculté des sciences humaines et sociales, et j'ai interviewé quelques étudiants déjà. À la FSS, Faculté des sciences de la santé. Ah, de la santé. Excusez-moi, FSS. Faculté des sciences et de la santé. Alors, j'ai quand même interviewé ces étudiants-là pour voir le taux d'utilisation d'IA et comment ils l'utilisent. Donc, avec la complicité de la régie, on va regarder. Suivre l'élément. Oui. Parfois, j'utilise l'intelligence artificielle pour rédiger les travaux et mes rapports. Que j'utilise l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, tout d'abord pour comprendre mes cours et encore mieux pour m'aider à les assimiler. Au cours de la rédaction de ma thèse, bien évidemment, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. L'IA ne peut pas écrire à ma place, surtout dans la filière que je fais. J'utilise surtout ça pour comprendre certains thèmes, pour avoir un angle plus global sur certains thèmes et pour avoir une compréhension plus extensive. De façon vraiment objective, parce que ça m'a permis au fait juste d'identifier les articles et d'aller lire. Ce n'est pas que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me dérouler la thèse et j'ai fait copier-coller, non. Ça m'a permis d'aller identifier. L'IA aide les étudiants à mieux apprendre, ça peut aller, parce que je pense qu'avec la masse de cours, tout ça, il faudrait trouver moyen d'optimiser cela. Et comme je l'ai dit, c'est aux étudiants de savoir comment utiliser cette ressource pour travailler. Bien sûr que l'utilisation excessive de l'IA met en danger les compétences et les compétences des futurs acteurs du secteur médical. Cela dit, je pense que c'est surtout à notre niveau que nous devons savoir comment utiliser l'IA pour nous aider à mieux être efficace. Selon toi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un travail qu'on a soi-même réalisé. Donc, on n'a forcément pas la même maîtrise que sur ce travail que si on l'avait fait soi-même. Ça remet en cause finalement les résultats que nous avons avec ces rapports, avec les différents mémoires, parce que les gens l'utilisent aussi pour rédiger des mémoires de soutenance. Et on constate que ces personnes ne sont pas capables de répondre aux différentes préoccupations qui leur sont posées. Donc je pense qu'il est toujours mieux de le faire soi-même. On peut le faire évaluer après par l'intelligence artificielle, on peut apporter des corrections avec l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est toujours mieux de le faire soi-même. Super. Des propos recueillis donc par Marvin elle-même. Oui, c'est fascinant, un propos recueilli par Marvin. Donc voilà, c'est tout. En fait, comme vous le voyez, il y a plusieurs qui ont montré qu'ils utilisent l'IA. Et j'ai été quand même contente de voir qu'il y en a qui ont dit que ça dépend de leur utilisation et que l'IA les aide, mais qui ne font pas du copier-coller. Donc on est sûr au moins que les étudiants en pharmacie à la FSS, nous produirons des médicaments non ChatGPT. Merci beaucoup, Marvin. On se retrouve demain, vous restez avec nous. Le temps d'installer Marcel Arrossi pour la revue de presse. Bonjour Marcel Arrossi, comment allez-vous ce matin? Très bien, merci Jennifer. Vous avez l'air particulièrement joyeux. Est-ce que ce sont les nouvelles que vous avez recueillies ce matin qui vous rendent d'aussi bonne humeur? Je vous comprends parce que vous n'êtes pas tout le temps avec moi, sinon c'est mon quotidien d'être comme ça. En tout cas, Romuald Wadaï tient son ticket Marcel provisoire pour la présidentielle. Bien sûr, le quotidien de service public, La Nation aujourd'hui, d'une plume rigoureuse, déroule le rituel électoral, ce que nous avons tous vécu hier. Il décrit minutieusement la procession républicaine. Le duo Wadaï Talata accueilli par Saka Lafia lui-même, président de la Sénat, les signatures dans le registre, les vérifications pièce par pièce et enfin, moment solennel, la remise du récépissé provisoire. Tout est ordre, méthode, protocole, mais derrière les murs officiels, la nation capte aussi la ferveur. C'est ça le plus important. Les chants, les danses, les femmes, des marchés, les ministres, les maires, les députés venus sceller par leur présence l'entrée officielle du duo dans l'arène présidentielle. Une cérémonie dit le quotidien où la politique a pris les allures d'une fête nationale. Mais si la nation raconte, Fraternité, elle, peint le journal, ouvre sa chronique avec le tumulte
tumulte du peuple, le vacarme joyeux d'un lundi historique à Cotonou. Les fanfares se succèdent, les tambours résonnent, les chants s'élèvent, on y entend battre le cœur du pays carrément. À 16h09, le cortège s'avance, Romuald Ouaddaï, veste bleu ciel, traverse la marée humaine aux côtés de Mariam Tchabi Talata, drapée, elle, d'un pagne blanc-noir. Les embêteurs veillent, les drapeaux s'agitent, les visuels du duo envahissent les artères de Cotonou et plus précisément les abords de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fraternité fait de la scène une fresque vivante, une partie du peuple comme décor, la politique comme chorégraphie. Puis vient le cœur des soutiens. Jacques Ayadi, Mohamed Akintola, Romaric Ogoualé. Tous chantent la cohésion, la continuité, la confiance. Il fallait montrer au candidat qu'il n'est pas seul, déclare l'un. Nous ferons avec lui tous les pas, promet l'autre. Et puis Marcel, le rendez-vous décisif pour les guépards, c'est aujourd'hui. Messieurs, c'est votre heure. Une phrase, une injonction, un appel à l'histoire tout simplement. Ce mardi 14 octobre 2025 à Uyo, les guépards du Bénin s'apprêtent à défier les Super Eagles du Nigeria dans un choc qui sent la sueur, la gloire, mais aussi la légende. Dans les colonnes du journal Le Champion, la plume se dresse comme un cri de ralliement. Le journal rappelle le contexte béninois. Les Béninois, leaders du groupe C, trônent en tête avec 17 points. Un nul pourrait suffire, mais pas n'importe quel nul, celui qui scellerait une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Surtout, oui, historique, car comme le souligne le quotidien, les Guépards sont à 90 minutes d'écrire une nouvelle page d'or du football béninois. Le Champion ravive la mémoire collective au match aller à Abidjan. Les Guépards, les Béninois, avaient déjà dompté les Aigles 2-1. Une victoire symbole d'un collectif soudé, d'un rêve qui s'enracine. Et pour cette bataille retour, Gaynor Rohr, un stratège et un patriarche rallume la flamme. En conférence de presse, il rappelle, inspire et martèle ceci. Nous avons déjà affronté de grandes équipes. Nous sommes capables d'affronter n'importe qui tout en étant humbles. Nous sommes ici pour la qualification, une déclaration simple mais lourde comme une promesse, une phrase qui donne le temps d'un combat sans complexe. Face à eux, le Nigeria joue aussi sa survie, troisième du groupe, dos au mur, contraint de gagner ou de disparaître, mais le champion l'affirme avec confiance, les Guépards n'ont peur de personne. N'est-ce pas? Et vous, Marcel, vous êtes positif pour les Guépards? Toujours. Donc Très pour positif. vous, nous allons au mondial. Hein? Je suis positif. Et vous, Ghislaine? Est-ce qu'on va s'amuser à faire des pronostics? Non, pas forcément. Non, mais le Bénin est en mouvement. Hein? Absolument. Donc également dans le foot. La victoire est dans la poche. Marvin? En tout cas, beaucoup de force et beaucoup de courage à nos Guépards. On sait qu'ils vont encore plus étonner le monde comme ils ont commencé à le faire depuis peu. Et ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.